Mesdames, Messieurs, chers sociétaires, en ma qualité de président de la Maïf, et puis aussi au nom des équipes militantes et salariés de Niort, eh bien, je vous souhaite à tous, à toutes, la bienvenue et je vous remercie très sincèrement d'avoir choisi de nous rejoindre ce soir au Moulin du Roc pour cette conférence qui, vous le savez, sera dédiée à la confiance et au bonheur. Vous êtes très nombreux, la salle est pleine et c'est quelque chose de formidable, Je tiens également à saluer tous ceux qui nous suivent en direct sur Internet, puisque cette conférence est retransmise sur notre site maif.fr. Quelques mots rapides. D'abord, pour dire qu'il y a 80 ans, lorsque la mutuelle, la Maïf, s'est créée, elle a imposé une alternative mutualiste dans le monde de l'assurance et aujourd'hui encore, eh bien, la Maïf, elle garde cette audace. Parce que la mutuelle, elle place l'humain au cœur de son métier et notre seul objectif, c'est de servir au mieux nos sociétaires et c'est par la qualité que nous démontrons que naît leur satisfaction, que se renforce leur fidélité et que se construit la confiance entre la mutuelle et les sociétaires. C'est bien ce lien de confiance qui nous unit. Et demain, être encore plus nous-mêmes, ce sera d'affirmer notre confiance dans la force et dans la modernité du modèle Maïf et plus largement du modèle mutualiste. On en connaît les atouts, la primauté du sociétaire, l'action sur le long terme, des valeurs solidaires incarnées dans les actes, et puis aussi un continuum de relations avec le sociétaire et la participation à une vie démocratique par l'élection de représentants. Et tout ça, tout ce que je viens de dire, nous avons la conviction que c'est résolument d'avenir. Pourquoi ? Parce que nous sommes militants d'une économie au service de l'homme qui s'appuie sur le respect, sur la responsabilité et sur la solidarité. Ces convictions, elles sont de plus en plus partagées et elles nous guident dans l'exercice de notre métier et de nos actions. Et nous allons encore plus loin, car nous croyons en l'intelligence de chacun, en sa capacité à acquérir tout au long de sa vie de nouvelles connaissances, à explorer et à découvrir de nouveaux domaines, à tisser un lien social enrichissant. Et nous pouvons, à notre mesure, jouer notre rôle dans le partage des savoirs en mettant en présence, à travers nos conférences, nos plus grands chercheurs, des philosophes, des écrivains, des journalistes, avec notre public ce soir, avec notre communauté Maïf, qui constitue, somme toute, une audience très large, puisque nous sommes 3 millions de sociétaires, une audience très large et une audience de grande qualité. Et tout ça, eh bien, ça participe à notre engagement sociétal. Parce que, depuis toujours, la confiance, je l'ai dit tout à l'heure, est au cœur de la relation particulière qui s'est tissée entre la Maïf et ses sociétaires. Eh bien, ce soir, il était pour nous naturel de solliciter Laurent Gounel, auteur de romans, comme vous le savez, à grand succès, L'homme qui voulait être heureux, Les dieux voyagent toujours incognito, et le plus récent, Le jour où j'ai appris à vivre. Et Laurent, il va partager avec nous sa conception de la confiance et comment celle-ci, pourquoi pas, peut participer à nous rendre heureux. Pour ce faire, il sera interviewé par Stéphane Alix, qui est un journaliste, écrivain aussi, et puis créateur et présentateur de la série documentaire Enquête extraordinaire sur M6. Il est également fondateur d'un institut, l'INRES, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires. Je les remercie en votre nom, en notre nom à tous, chaleureusement
d'avoir accepté cette invitation et je leur cède la parole et je vous demande de les applaudir. Laurent, Stéphane, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oh, vous êtes trop nombreux là, moi je suis intimidé, je vais manquer de confiance en moi. Je ne sais pas si vous connaissez tous le détail du parcours de Laurent, mais peut-être que vous pouvez en quelques mots vous présenter, présenter votre parcours pour savoir pourquoi vous allez nous parler de bonheur et de confiance ce soir. Qu'est-ce qui vous a amené à ça ? Voilà, bon, je vous fais la version courte peut-être. Alors mon parcours, d'abord il est un peu chaotique, hein, si on regarde une vision d'ensemble, puisque moi j'ai commencé professionnellement en tout cas à m'orienter dans un domaine qui n'est plus du tout le mien actuellement, puisque c'est le domaine de l'économie, même de l'économie et de la finance, qui est un gros mot aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait des études économiques et financières, qui m'ont intéressé d'ailleurs, c'est-à-dire j'aimais la gymnastique intellectuelle liée à ce que j'apprenais. Et puis je me suis retrouvé à 23 ans avec mon bac plus 5 en poche, projeté comme ça, jeune cadre dans une grosse boîte. Et puis là, subitement, ça a été une sorte de choc pour moi, parce que voilà, j'avais deux ordinateurs sur mon bureau et je passais mes journées à analyser des colonnes de chiffres, mettre en évidence des écarts et puis tenter de les expliquer. Et là, j'ai compris que je ne pouvais pas passer 40 ans comme ça. D'autres le peuvent. Hein. Je ne suis pas en train de juger le métier. On peut tout à fait s'épanouir dans n'importe quel métier, d'ailleurs. En l'occurrence, ce n'était pas fait pour moi. Et ça, je ne m'en étais pas du tout rendu compte. Donc, ça a été un choc, si vous voulez. Donc, le choc que certains d'entre vous ont pu vivre, je ne sais pas, à 40 ans, on parle souvent du choc de la quarantaine, de la cinquantaine. Les Américains disent « midlife crisis ». Et moi, je l'ai vécu à 23 ans. Donc j'étais bien embarrassé quand même, parce que j'avais consacré plusieurs années à un domaine dans lequel j'avais eu un diplôme. Et là, subitement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et j'avais une seule certitude, c'est que je pouvais pas continuer comme ça. Donc, alors je vous fais la version courte, hein, je me suis cherché pendant un certain nombre d'années, j'ai d'abord changé de boîte, changé un peu de poste, et puis finalement, moi, j'étais quand même toujours au même point, à savoir que j'étais très malheureux. Sauf que moi, si j'ai accepté de m'investir dans ma scolarité, dans mes études, c'est parce que j'avais une espèce de promesse implicite de mes parents que finalement, si je travaillais bien à l'école et ensuite en fac, eh bien, au final, je serais heureux. Ce n'était pas forcément formulé explicitement par mes parents, mais c'est ce que moi, naïvement, j'avais compris. Donc, je m'attendais vraiment à m'épanouir au travail, après ces années de dur labeur sur les bancs de l'école et de la fac. Et là, le bonheur n'était pas au rendez-vous. Donc, la promesse n'était pas tenue. Donc, c'était inacceptable pour moi. Donc, moi qui étais quelque part un peu un enfant soumis, entre guillemets, jusqu'à ces années-là, là, je suis devenu vraiment rebelle, quoi. C'était inacceptable pour moi. Donc voilà, je me suis cherché, j'ai erré de poste en poste, je me suis tenté des expériences diverses, même dans l'import-export à un moment donné. Enfin bon, je vous passe ces détails. Puis j'ai fini par faire une espèce de dépression assez profonde quand même, parce que je ne savais vraiment pas ce que j'allais faire de ma vie. Donc j'avais, je sais pas, 25, 26 ans. J'avais erré comme ça pendant 2-3 ans. Et puis il se trouve que parallèlement à ça, j'avais une grande chance. C'est que j'étais mal dans ma peau et timide. Et pourquoi c'était une chance ? C'est qu'au bout d'un moment, quand on a un problème qui est vraiment source de souffrance, ben on cherche à résoudre le problème, n'est-ce pas ? Et donc moi, j'ai été amené à travailler sur moi pour résoudre ce problème de timidité, mais maladive. Hein. Quand je dis timidité, tout le monde peut se trouver timide. Pour vous donner juste un exemple, entrer dans une boulangerie et dire « Bonjour mademoiselle, je voudrais une baguette s'il vous plaît », ça me demandait une préparation mentale, vraiment. C'est-à-dire que je devais presque m'entraîner avant d'entrer dans la boulangerie, tellement j'étais super mal à l'aise. D'accord ? Je reviens de loin quand même. Et donc, à un moment donné, si vous voulez, la souffrance était telle que ça ne pouvait plus durer. Donc, je me suis dit, voilà, je vais travailler sur moi. Alors, au début, je n'ai pas eu le courage de pousser la porte d'un thérapeute, hein, d'un psy, parce que dans ma famille, c'était les fous qui allaient voir les psys. Donc j'ai travaillé sur moi indirectement en lisant des tas de bouquins, de psycho. Alors, je suis devenu boulimique de livres dans ce domaine, psycho, développement personnel. Et puis ensuite, je me suis formé à la psychologie. Donc j'ai pris des cours en fac. Et puis c'est devenu une passion.
C'est devenu une passion, et autant l'économie m'intéressait intellectuellement, autant la psychologie et le développement personnel me nourrissaient. Je me nourrissais de ça, je suis devenu vraiment boulimique. Après, vraiment, c'était obsessionnel, donc je travaillais uniquement pour gagner de l'argent et me payer des formations aux quatre coins du monde. Donc je me suis beaucoup formé aux États-Unis, je me suis formé en Asie. Enfin, dès que j'entendais parler d'un formateur, d'un enseignant qui pouvait m'apporter quelque chose, j'y allais. Et donc ça a duré quelques années, c'était un peu en parallèle, et puis jusqu'au jour où j'ai décidé, selon la bonne formule de Balzac, de faire de ma passion mon métier, parce que c'est la définition que Balzac avait du bonheur. Et donc j'ai décidé à ce moment-là de devenir consultant en relations humaines, consultant en communication, puisque c'était devenu de facto mon champ de compétences et ce dans quoi je m'épanouissais. Donc voilà, je vous passe les détails, j'ai suivi des formations de consultant, etc. Et j'ai exercé ce métier de consultant pendant une quinzaine d'années. Ça nous mène en 2006. 2006, depuis 2 ans déjà, j'avais envie d'écrire un livre pour partager avec les gens sur ce qui avait été utile pour moi dans ma vie et qui m'avait mené à l'épanouissement, alors que c'était pas gagné, vous l'avez compris. Donc j'avais envie, mais voilà, je me sentais pas capable, donc je procrastinais. Et puis en 2006, j'ai coup sur coup perdu mon père, puis mon meilleur ami. Ensuite, ma première fille est venue au monde. Donc vous voyez, une année de grand chamboulement sur le plan émotionnel. Et allez savoir pourquoi, mais c'est à ce moment-là que j'ai pris la plume et que j'ai écrit mon premier roman, que monsieur m'avait cité tout à l'heure, donc L'homme qui voulait être heureux. Et puis voilà, bon, ce livre a touché son public. Et donc ça m'a donné envie de continuer sur cette lancée, de partager d'autres choses. Et puis à un moment donné, vous savez, moi, sur ce plan-là, au moins, je dois être très masculin. J'ai beaucoup de mal à faire plusieurs choses à la fois. Et en l'occurrence, j'arrivais plus à faire mon ancien métier de consultant et écrire des livres. Donc j'ai décidé de tourner la page du conseil pour me donner un temps complet à l'écriture. Ce que je fais donc depuis 2008 à peu près. Pour notre bonheur et notre plaisir. Dans ce parcours, je pense qu'il y a parmi vous ce soir des gens qui se reconnaissent aussi dans ces questionnements qu'on peut tous avoir dans une activité professionnelle qui nous a happés et dans laquelle on s'est impliqué. Moi, c'est marrant, en préparant cette conférence, il m'est immédiatement venu l'image de ma fille, qui, je suis un papa comblé, a eu son bac l'année dernière, et qui s'engage dans une activité professionnelle cette année, mais avec, comme je pense peut-être beaucoup d'adolescents aujourd'hui, une immensité de doutes, de questionnements. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux vraiment faire ça? Est-ce que c'est vraiment sûr? Et ce que j'observe, c'est qu'il y a presque un manque terrible de confiance en elle. Quand j'essaie de valoriser certaines de ses qualités, de ses aptitudes, elle me regarde avec les yeux ronds, comme si je lui parlais d'un extraterrestre. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez frappant dans notre société aujourd'hui, c'est ce manque d'estime qu'on a tous, qu'on soit adolescent, jeune, et surtout ce qui est le plus terrible, c'est que manifestement l'école ne l'a pas aidée à se construire cette estime d'elle-même. Donc question facile, en 2 mots, là, comment est-ce qu'on peut construire son estime de soi-même? Parce qu'avant d'avoir faire confiance dans les autres, je vous entendais dire qu'il faut aussi avoir confiance en soi. Alors, il y a une dimension culturelle à la confiance, à l'estime de soi. Et c'est vrai qu'en France, sur ce point, on est plutôt mal loti, d'accord. Alors, c'est pas grave, parce que sur d'autres points, on est très bien. Hein. Mais en l'occurrence, c'est vrai que culturellement, on a plutôt un regard assez sévère pour soi-même, pour les autres. On a plutôt tendance à voir nos propres défauts, nos lacunes, nos imperfections. Peut-être que ça vient du système éducatif, ou en tout cas du système qu'on a connu quand on était enfant. Qui n'est pas forcément à dénoncer, parce qu'il y a une bonne intention derrière ça. Évidemment, quand on pointe une imperfection, c'est avec le désir que l'enfant s'améliore, évidemment. Et d'ailleurs, c'est juste une petite parenthèse, dans la vie, et notamment dans l'enseignement, pour moi, il n'y a jamais que des choses ayant des effets positifs ou que des choses négatives. Vous voyez, pour moi, la plupart de nos actions ont des effets positifs et des effets négatifs en même temps. Toujours est-il qu'en France, voilà, la résultante de tout ça, c'est plutôt qu'on a tendance à ne pas avoir tellement confiance en nous. Ça, on s'en rend compte quand on voyage à l'étranger. En prise de parole en public notamment, quand on va dans les pays anglo-saxons, et surtout aux États-Unis, on voit des gens qui sont super à l'aise pour parler en public.
comme s'ils avaient fait ça toute leur vie, et c'est un peu le cas d'ailleurs, parce qu'ils commencent assez tôt à l'école, quoi. Et en France, quand on voit même parfois des grands PDG s'exprimer, parfois on sent que c'est un peu plus difficile, hein. On a tendance à avoir facilement honte, à avoir peur, à être saisi de doute, hein, un peu comme votre fille, quoi. Et finalement, donc c'est assez difficile, d'accord? Donc c'est culturel, mais en même temps, c'est pas désespéré, d'accord? Donc moi, quand je vous entends parler de votre fille, vous dites elle a des doutes. J'ai envie de dire c'est peut-être mieux d'avoir des doutes que d'avoir des certitudes erronées. Je pense. Le doute, c'est peut-être la première marche d'une démarche philosophique. Hein, reconnaître qu'on ne sait pas, finalement, et donc se poser des questions. Donc c'est plutôt très sain en soi. Bon, en plus, elle est jeune, hein, si elle vient d'avoir son bac, donc je ne pense pas que ce soit préoccupant. Néanmoins, je ne vais pas esquiver votre question sur comment développer son estime de soi. Eh bien, développer son estime de soi, je dirais qu'il y a plusieurs pistes, hein, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette, mais il y a plusieurs pistes. L'une d'elles vise évidemment à faire un petit peu le contraire de ce qu'on a peut-être subi dans notre enfance, à savoir de mettre notre attention sur nos défauts. Et c'est vrai que si ça a été le fruit de notre éducation, que ce soit familiale ou scolaire, ben, on peut à ce moment-là développer une habitude de l'esprit. Je ne suis pas neurologue, mais il paraît qu'il y a des liens neuroniques qui se font, qui engendrent des habitudes de pensée, en fait, où on peut avoir tendance à se juger sévèrement, repenser, je sais pas, une action de la journée, se dire ah j'ai pas été bon, j'ai pas été mauvais, voir nos défauts, nos imperfections. Et donc l'idée à ce moment-là, c'est de développer l'habitude inverse, donc d'apprendre à voir aussi ce qu'il y a de bien dans ce qu'on a fait, à voir aussi ce qu'il y a de positif. Alors quand je dis développer l'habitude inverse, je pense que le piège serait à l'inverse de se blâmer pour notre attitude critique, parce que ça reviendrait à être doublement critique. Ça, si je suis critique, si je juge, par exemple, les comportements que j'ai eus dans la journée, et que par-dessus le marché, je remets une couche en jugeant le jugement que je viens d'avoir sur moi-même, vous avouerez qu'on n'est pas sorti de l'auberge, d'accord? Et donc, l'idée est plutôt, par rapport à ce genre d'habitude de pensée dont on veut se défaire, habitude de pensée et autres habitudes, d'ailleurs au-delà de l'estime de soi, je pense, je ne sais pas, habitude alimentaire ou autre, l'idée, c'est pas chercher à retirer quelque chose, mais plutôt ajouter. Et donc, en l'occurrence, si vous pensez à quelque chose que vous venez de faire et vous vous blâmez, vous vous jugez sévèrement, et que juste après, il y a un élément de conscience, vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire, à ce moment-là, dites-vous, ah, je me suis encore jugé, et c'est OK. J'ai le droit de me juger. C'est OK, soyez zen, cool avec ça. D'accord. Et maintenant que j'ai fait ça, selon mon habitude, je vais aussi voir ce qu'il y avait peut-être de bien quand même dans ce que j'ai fait. D'accord. Donc c'est développer une nouvelle habitude, en plus. Alors ça demande un effort, parce qu'au début, vous n'aurez pas forcément conscience de vous juger si vraiment c'est gravé en vous depuis des décennies. Donc il y a la première étape, c'est l'étape de la conscience, c'est prendre conscience de ce que vous venez de faire, de ce que vous venez de vous faire à vous-même. Et ensuite, presque en rire, j'ai envie de dire, c'est-à-dire l'accepter, vraiment vous détendre par rapport à ça, et ensuite, voilà, développer la deuxième habitude. Et si vous faites ça régulièrement, mais en fait, les neurologues disent que vous allez vous créer un nouveau lien neuronal, et puis petit à petit, vous aurez aussi cette corde à votre arc. Et le cerveau humain, paraît-il, choisit à chaque instant ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est-à-dire, en fait, il fait le meilleur choix. Le meilleur choix de comportement, le meilleur choix de parole quand vous parlez. Mais le meilleur choix par rapport à ce qu'il sait faire, par rapport à ce que vous savez faire. D'où l'idée de développer de nouvelles cordes à votre arc, et donc de nouveaux comportements, de nouvelles habitudes, de nouveaux schémas de pensée. Et ensuite, ayez confiance en vous, en votre cerveau, il choisira la meilleure option pour vous, si vous avez les deux. Donc vous voyez, en résumé, ne vous jugez pas, acceptez, et développer autre chose. Alors, il y a même des Américains, des scientifiques américains qui ont formalisé ça. Vous savez, les Américains, ils aiment bien les méthodes, justement, les choses qu'on applique. Et donc, il y a des Américains qui conseillent, et les effets ont été prouvés scientifiquement, pour développer l'estime de soi, ils conseillent tous les soirs de prendre 2 minutes avant de se coucher, par exemple, et de trouver 3 éléments. Ils aiment bien tout ce qui est quantifié. Hein. Trouver 3 choses que vous avez faites dans la journée dont vous pouvez être fier. Alors, ça peut être des choses que vous avez faites au travail, ça peut être des petites choses. Vous avez tenu la porte à une vieille dame et puis vous pouvez en être fier. Donc vous trouvez 3 choses et forcément vous trouverez. Hein, parmi les juges les plus sévères parmi vous, ça prendra peut-être 5 minutes au lieu de 2, mais vous trouverez forcément 3 choses dont vous pouvez être fier et juste les avoir à l'esprit. Et puis peut-être vous auto-congratuler. Et ce qui a été démontré scientifiquement, c'est que si vous faites ça tous les jours, 2 minutes, tous les jours, pendant 90 jours, 3 mois,
vous allez développer votre confiance en vous. C'est prouvé scientifiquement. Ça doit correspondre, je présume, hein, au temps qu'il faut pour développer des liens neuronaux. Donc ça, c'est un bon moyen, simple, concret, de développer sa confiance en soi. Sur 90 jours, ça fait 3 heures, c'est jouable. C'est jouable. On peut se l'accorder, oui. Je pense. Ouais. Bon. Qui pense avoir fait 3 choses bien et dont il peut être fier aujourd'hui? Bon, lui, un petit effort. Bravo, oui. Magnifique. Mais il y a, dans la relation à la confiance, donc là, je vois que ce problème de dépréciation, il n'existe pas dans cette salle. Donc, je suis déjà vachement content. Et Laurent aussi, j'en suis sûr. Bon, je vais peut-être repartir, alors finalement. Voilà. Restez encore 2 minutes. Mais au-delà de la dépréciation, donc de la relation qu'on peut avoir avec soi, d'être plutôt bienveillant envers soi-même, deuxième cause de doute, d'errement et de dépréciation, c'est le monde extérieur, parce que il ne vous aura pas échappé qu'on vit dans un monde extérieur avec des interactions. Et du coup, quels outils vous auriez et quels outils vous préconiseriez pour justement savoir quand un choix est bon, quand une situation est une situation qui nous inspire de la confiance ou pas, comment appliquer justement cette petite discipline intérieure à un monde extérieur dans lequel on travaille, on a des relations qui ne sont pas forcément des relations choisies. Moi, je suis assez mental par nature, donc j'ai tendance à dire déjà, expliquons ce qui se passe. Donc ça amène une conscience, et ensuite c'est le premier pas. C'est le premier pas vers une évolution. Et en fait, expliquer quoi? Expliquer simplement la chose suivante. Lorsqu'on développe, et on va voir comment après, lorsqu'on développe de la confiance dans les autres, eh bien, on se rend compte assez vite que c'est gagnant, quoi. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas confiance dans les autres? Ça vient souvent d'une certaine expérience de la vie acquise, par exemple, assez tôt pendant l'enfance, qui nous amène à nous méfier, tout simplement. D'accord? Ça veut dire qu'on a pu se faire avoir un certain nombre de fois, on a pu se heurter à un certain nombre d'écueils qui nous ont amenés à une conclusion selon laquelle il faut se méfier. D'accord? Alors ça peut venir aussi d'un discours parental, évidemment. Si vous avez des parents, surtout si les deux vont dans le même sens, vous dites attention, il faut se méfier, méfie-toi des autres, n'aie jamais confiance, etc. Évidemment, ça va renforcer la chose, mais souvent ça vient de l'expérience. En tout cas, ce qui se passe, c'est qu'il y a un phénomène tout à fait naturel dans le cerveau humain, qui est un phénomène de généralisation, où en fait on a tous tendance à généraliser les conclusions que l'on tire de nos expériences, et ce très tôt. Exemple, un petit enfant qui met la main sur la porte chaude du four, même si ça n'existe plus maintenant, je crois. La porte chaude du four, il va se brûler. Son cerveau va vite généraliser cette conclusion. Porte du four égale je me brûle, douleur. Et il ne posera plus sa main sur le four. Donc la généralisation, elle a une vraie fonction pour nous, d'accord, pour une protectrice. Et en l'occurrence, si, par malchance, dans la vie, on a eu un certain nombre d'expériences négatives, c'est-à-dire une issue négative pour nous en contact avec les autres, par exemple, on peut en arriver à ce genre de conclusion assez vite et puis ensuite la généraliser. D'accord? Et c'est comme ça qu'on va se faire une certaine vision du monde, entre guillemets, d'accord, une vision des autres. Et on a tous, comme ça, développé un certain nombre de visions des autres, de visions du monde. En psychologie, on appelle ça des croyances. Hein. Je n'utilise pas souvent le mot en France parce qu'il y a des connotations très religieuses, alors qu'en fait, c'est juste un cas particulier de croyances, les croyances religieuses. Donc on va dire juste des convictions. On a tous des convictions sur le monde, et finalement une vision de la vie, une vision du monde, qui ne correspondent pas exactement à la réalité, qui correspondent aux conclusions que nous avons tirées de ce que nous avons vécu ou de ce que nous avons entendu des personnes qui nous ont élevés. D'accord? Et le problème, c'est que ces convictions, ces croyances, agissent en nous comme une sorte de filtre de la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on voit de la réalité est biaisé par ce filtre de nos convictions, de nos croyances. Je vais vous donner un exemple un peu simple, un peu basique, que je donne d'ailleurs dans mon premier roman. Imaginez quelqu'un qui est convaincu que le monde est dangereux. Parce que ce qu'il a vécu, ce qu'il a entendu, et peu importe d'ailleurs les raisons qui l'ont amené à croire cela, il est convaincu que le monde est dangereux. Voilà, il doit se méfier, d'accord? Eh bien, à votre avis, ayant ça à l'esprit, c'est gravé en lui, qu'est-ce qu'il va voir dans le monde? C'est-à-dire par quoi son attention sera retenue quand il ou elle va évoluer dans le monde?
eh ben, il va repérer des sources de danger, d'accord? Voilà, je vais voir que peut-être ce projecteur peut se détacher, tomber dessus. C'est pas faux d'ailleurs. Je vais voir que voilà, il y a un monsieur qui me regarde et qui me pose des questions et voilà, je sais pas quelle va être la question d'après, donc quelque part, ben, il y a un danger potentiel. Puis je vais voir, il y a quand même 900 personnes dans la salle, vous voyez, il y a des gens qui ont les bras croisés, certains disent que ça veut dire qu'on est en opposition, donc voilà, c'est mal barré quand même. Donc je vais voir tous ces signes qui vont finalement faire quoi? Ils vont me renforcer dans ma croyance que le monde est dangereux. Ah oui, le monde est dangereux, il y a des dangers partout, hein, d'accord? Donc je vois une partie de la réalité, mais je ne vais pas voir qu'il y a d'autres choses agréables, je ne vais pas voir que oh, la température est très agréable ici, il y a de jolies lumières, qu'il y a des sourires. Je ne vais pas les voir, les sourires, je vais voir uniquement les personnes qui sont comme ça, d'accord? Donc ça joue comme un filtre perceptuel. Et c'est bien pire que ça en fait. Je suis désolé de vous casser le moral, hein, mais c'est aussi un filtre interprétatif. C'est-à-dire en fait l'être humain a besoin de sens, l'être humain a besoin de comprendre ce qu'il vit aussi pour se rassurer. Et donc inconsciemment, je vais chercher à interpréter ce que je vois. Donc je vais interpréter, pas la personne qui a les bras croisés pour reprendre cet exemple très schématique, et je vais interpréter en me disant elle est en opposition. La vérité, je ne la connais pas. Peut-être qu'elle est en opposition, peut-être qu'elle a froid. Peut-être que c'est sa manière d'écouter, peut-être que c'est quand elle pense à autre chose. Enfin, je n'ai aucun moyen de savoir d'ailleurs. Mais j'ai besoin de savoir, ça me rassure, j'interprète. L'être humain a besoin de comprendre le monde, donc il interprète. Et il interprète comment? En fonction de ses filtres, donc de ses croyances. La boucle est bouclée, vous voyez. Donc il y a un système qui est hyper stable en fait. Alors, je vous ai donné des exemples négatifs, c'est vraiment positif. Hein. Si je suis convaincu que le monde est chaleureux, sympathique, je vais surtout voir les sourires, etc., les signes d'ouverture, mais aussi ce que je vais interpréter comme des signes d'ouverture, qui n'en sont peut-être pas. Un sourire ou madame qui rit au deuxième rang, peut-être qu'elle se moque de moi après tout. Et je vais être très naïf de croire qu'elle passe un bon moment. Je vais interpréter. Et donc, peut-être qu'une démarche, après vous me rappellerez la question parce que je l'ai complètement oublié, mais peut-être qu'une démarche d'évolution dans la vie, c'est de retirer ses lunettes, retirer ses filtres, se libérer un peu de certaines de ses croyances, de ses a priori, de ses convictions bien ancrées finalement sur le monde et sur la vie, pour voir la réalité un peu brute, et donc s'adapter à la réalité. Et ça, c'est aussi une démarche de confiance. C'était votre question, non? Oui, Voilà, confiance oui. dans la vie, là, quelque part. Vous voyez, c'est à un moment donné, développer une forme de confiance dans la vie en se disant ça va bien se passer, quoi. Alors je sais que Woody Allen, dans l'un de ses films, je crois le point de vue inverse, il dit finalement si vous êtes convaincu que tout va mal et que tout le monde vous veut du mal, la plupart du temps, vous aurez raison. Et puis, de temps en temps, bah, vous aurez tort et ça vous donnera un sentiment assez agréable. Alors moi, j'ai plutôt la position inverse. Je me dis, quand on est dans une attitude de confiance, la plupart du temps, on a raison et ça se passe bien. Hein, on pourra en parler après, il y a des raisons psychologiques notamment et relationnelles qui vont faire que ça se passe bien. Et puis de temps en temps, on se trompe. Et de temps en temps, on a eu tort de faire confiance et c'est pas si grave. Voilà. Justement, là, vous preniez l'exemple du monde qui est dangereux. Effectivement, on peut rentrer dans une espèce de spirale un peu paranoïaque dans une soirée comme ici, en parlant de choses qui manifestement ne vont pas se produire, les choses ne vont pas s'écrouler ici. On n'en sait rien. On n'en sait rien, mais malgré tout, il y a aussi quand même la question de la définition de la réalité dans votre attitude, parce que quand vous avez dit ça, j'ai immédiatement pensé au 13 novembre, j'ai immédiatement pensé au climat politique international, à cette France dans laquelle on vit, qui, si on veut être aussi objectivement réaliste, nous confronte quand même à des dangers sociaux, politiques, environnementaux, le chômage, etc. Donc, comment est-ce qu'on définit en fait le degré de pas de réalité, parce que ça va être difficile de quantifier ça, mais cette attitude de confiance que l'on a, est-ce qu'il faut se cacher complètement les choses qui pourraient la perturber, ou est-ce qu'il faut être au contraire lucide sur ce qui se passe? Et si on est lucide, comment ne pas être démoralisé? Vous voyez où je veux en venir ou pas? Ah mais complètement. Alors, oui, tout ne va pas bien dans le monde. Oui, il y a le 13 novembre. Oui, il y a la guerre en Syrie.
Oui, il y a des choses quand même super préoccupantes au niveau du climat et de ce que l'humanité fait subir à la planète et donc à elle-même, surtout. Hein. Parce que quand on parle de sauver la planète, moi, j'ai envie de me dire, c'est surtout se sauver soi-même dans ce contexte. La planète nous survivra, je pense. Hein. Donc oui, il y a des choses qui vont mal et, et sans le nier, je ne veux pas non plus justement mettre que des lunettes positives en disant tout va bien. Il y a des choses qui vont mal et en même temps, ça va mieux qu'il y a un siècle. Oui, quand on allume la radio, enfin, j'ai la radio parce que j'ai pas la télé, mais quand on allume la radio, la télé, ce que vous voulez, on a le sentiment que tout va très 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 mal et que ça n'a jamais été aussi mal. En même temps, le monde, ça semble un mensonge de dire ça, mais c'est la vérité, le monde est plus en paix aujourd'hui qu'il y a un siècle. Il y a moins de morts chaque année dans le monde aujourd'hui qu'il y a un siècle, vraiment. Donc il y a quand même une évolution positive. Il reste des horreurs, des choses abominables, mais on est collectivement dans une dynamique positive. On est collectivement dans une dynamique positive, on est collectivement dans une dynamique d'évolution, il y a une évolution de la civilisation, ce qui ne veut pas dire que tout va bien une fois de plus. Et par rapport à des choses qui sont vraiment terribles, on voit bien il peut y avoir une tentation parmi nous de retour en arrière, vous voyez, sur des choses pas très positives qu'on a pu connaître dans le passé. Et en fait, moi, ça ne me fait pas plus peur que ça, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on vive des événements, enfin ça peut sembler bizarre de dire ça, mais il faut qu'on vive des événements difficiles, durs, voire parfois dramatiques pour franchir un cap, oui, pour passer à autre chose. Vous disiez sur le plan politique, je vous donne un exemple très simple. Moi, je ne suis pas sûr que Barack Obama aurait été élu président des États-Unis s'il n'y avait pas eu George Bush avant. J'en suis pas sûr. Quand il y avait George Bush, voilà, beaucoup se lamentaient, on disait, ah, c'est quand même pas de chance, c'est quand même terrible d'avoir un type comme ça au pouvoir aux États-Unis. Oui, on pouvait se dire ça dans l'instant. Et en même temps, c'est peut-être ce qui a permis de passer à autre chose, vous voyez. Et finalement, c'est très très difficile dans la vie, par rapport à un événement, de le qualifier tout de suite de négatif ou de problème. C'est vrai pour les coups durs de la vie, vous voyez, on a un problème, on a une fuite d'eau. C'est l'exemple qui me vient à l'esprit, parce que j'ai été à un moment donné poursuivi par les fuites d'eau. Grande dame de la Maïf, qui est mon assureur d'ailleurs. Voilà, j'étais poursuivi par les fuites d'eau, j'en avais partout, vraiment. Et donc, on a tous des coups durs du quotidien comme ça, ou des choses beaucoup plus graves d'ailleurs. Et on peut avoir tendance à les étiqueter coups durs ou drames dans l'instant, et parfois il faut des années de recul pour réaliser que c'était parfois un mal pour un bien. Et il y a une petite histoire d'ailleurs de Lao Tzu à ce sujet. Vous savez, Lao Tzu, c'est ce philosophe chinois du 7e ou 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on appelle en philosophie la période axiale, vous savez, où sont apparus en Inde les maîtres des Upanishads. Donc, c'est souvent considéré, je crois que le président de la Maïf est un historien donc il pourrait confirmer ça. Je crois que c'est souvent considéré comme la période où est apparue finalement la philosophie, quoi. Bref, Lao Tzu a une jolie histoire que je vais vous raconter, que vous connaissez peut-être déjà. C'est l'histoire d'un vieux paysan, d'un pauvre paysan russe, veuf, qui a un fils. Et ce paysan, un jour, a son cheval qui se sauve. Il se sauve. Il se sauve du pré, il saute par-dessus la barrière, il se sauve. Et les voisins dans le village lui disent « Ah, quelle malchance !» Et cet homme, ce paysan, répond « Peut-être que oui, peut-être que non. » Alors les voisins se disent, il est pas net ce gars-là, quoi. Il vient de perdre son cheval, et il me dit peut-être que oui, peut-être que non. Et voilà, puis 3 jours plus tard, il se trouve que le cheval revient dans le pré, accompagné de 3 chevaux sauvages. 3 chevaux, il a gagné 3 chevaux. Donc là, les voisins lui disent, ah bah quelle chance quand même vous avez. Peut-être que oui, peut-être que non. Bon, quelques jours s'écoulent, son fils monte sur l'un des chevaux sauvages pour le dompter, il tombe, il se casse la jambe. Quelle guigne quand même, disent les voisins. Quoi. C'est vraiment... Peut-être que oui, peut-être que non. Là, ils se disent, mais vraiment, ce gars-là, il n'a pas toute sa tête quand même. Et quelques jours plus tard, en fait, les huissiers du tsar viennent dans le village et ils enrôlent tous les jeunes hommes valides. Et le fils du paysan n'est pas enrôlé puisqu'il a une jambe cassée. Et là, les paysans lui disent, quelle chance. Et en fait, la conclusion tirée par Lao Tzu est... très intéressante, il dit « Nous ne connaissons qu'un tout petit bout de notre réalité.
Et il termine par une question, et j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment une démarche philosophique avant l'heure, quoi. Il dit, qui sait ce que nous apprendrons des expériences que nous vivons? Qui sait ce que nous apprendrons des expériences que nous vivons? Et pour moi, c'est une question qui est très, très profonde et très puissante, parce que c'est en soi presque ça pourrait être une philosophie de vie, en fait, au quotidien. C'est-à-dire, il nous arrive des choses, et au lieu de se lamenter, alors se réjouir on peut, hein, moi j'hésite pas, hein, mais au lieu de se lamenter quand c'est plutôt, ça semble négatif, ben, se dire, tiens, ok, il m'arrive ça aujourd'hui, j'aimerais bien savoir finalement ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que je vais en apprendre, et sur quoi ça va déboucher, quoi. Donc c'est vrai pour moi individuellement, et c'est vrai aussi collectivement, dans le monde. Alors c'est pas pour ça qu'il faut ne rien ressentir quand il arrive un drame, évidemment. C'est normal d'avoir de l'empathie, c'est souhaitable, de l'empathie et de la compassion. Et après, hein, une fois de plus, c'est et, c'est pas ou, et après, voilà, avoir ce recul de se dire, bah, peut-être que voilà, il fallait en passer là pour passer à autre chose. Pensez à toutes les abominations de la Seconde Guerre mondiale. C'est peut-être pas un hasard si depuis 70 ans en Europe on vit en paix entre nous, entre pays européens. Peut-être qu'il a fallu connaître les abominations de la Seconde Guerre mondiale pour après mais ne plus du tout avoir d'esprit belliqueux, un esprit que l'on avait avant. Quand on annonçait les guerres, souvent les gens faisaient la fête, ils étaient contents de partir à la guerre, quoi. Aujourd'hui, personne, enfin, ou très peu, hein, n'a envie d'aller à la guerre, d'accord? Donc peut-être qu'il a fallu ça, vous voyez. Et donc mon propos est de dire qu'il est difficile dans la vie d'étiqueter un événement. Et donc, une fois de plus, ça abonde dans le sens et dans le souhait d'une confiance, finalement. C'est-à-dire, je crois dans la vie, je crois que c'est utile d'être proactif par rapport à sa vie, vous voyez, d'avoir envie d'aller dans une certaine direction, d'avoir des projets à réaliser qui nous tiennent à cœur pour se réaliser. Donc, moi, je prône une certaine proactivité. Et on peut aussi se dire et accepter qu'on ne décide pas tout, qu'il y a un certain nombre de choses qui nous échappent. Après, en fonction de ses croyances, on peut dire c'est Dieu qui décide, ou c'est tout simplement c'est la vie qui décide. Mais en tout cas, on ne décide pas tout, ça c'est sûr. Mais malgré tout, avancer avec confiance. Non, dans la capacité de cultiver sa confiance, il y a aussi un autre élément qu'on n'a pas encore abordé, qui est ce qu'on va appeler l'intuition, la petite voix intérieure. Il y a un passage dans votre dernier livre que j'ai envie de lire, c'est assez court, où vous dites, pour vivre sa vie, il est nécessaire d'être à l'écoute de ce qui vient du plus profond de soi-même et d'entendre les messages chuchotés par notre âme. Mais notre âme est comme un ange qui murmure d'une voix si douce, si faible, qu'il faut tendre l'oreille. Comment l'apercevoir dans le brouhaha incessant? Alors là, on a réglé l'estime de soi, c'est bon, on est OK, on a confiance en soi. On a réglé le regard par rapport au monde extérieur, OK, j'essaie d'être en confiance, de ne pas juger des événements qui vont arriver. Mais comment on peut amplifier ça? Est-ce que cette petite voix intérieure, c'est ce qui nous permet peut-être d'amplifier, d'asseoir notre confiance sur quelque chose de solide? Et une fois que vous avez répondu oui, comment? Je pense qu'il y a une sorte de cercle vertueux. C'est-à-dire, c'est la première démarche qui coûte, je crois. C'est lorsque, et c'est pas forcément votre cas, hein, mais lorsqu'on a un filtre plutôt négatif qui nous amène à nous refermer sur soi, lorsqu'on fait le premier effort pour aller vers les autres, forcément le retour est positif. Pour moi, c'est quasi automatique. Et à partir du moment où le retour est positif, ça va vous encourager à continuer, quoi. Donc la question, c'est plutôt qu'est-ce qui va faire que je sors de la caverne de Platon, et parce qu'évidemment, on peut trouver un certain confort à se refermer sur soi, à avoir confiance en personne, et on peut blinder, assurer sa sécurité, comme ça, quelque part, vous voyez, enfin, au moins de manière illusoire, quoi. Mais on peut trouver une forme d'équilibre, mais c'est un équilibre qui est source de souffrance. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'être humain est un être de relation. C'est-à-dire, c'est une vaste illusion de croire qu'on peut être heureux seul dans son coin, seul avec soi-même, par exemple en appliquant uniquement des techniques de, je sais pas, de développement personnel ou autre. Et voilà, je fais fi des autres, seul avec moi-même, j'applique mes petites techniques, je vais être heureux. Ça ne marche pas. L'être humain est un être de relation. Il y a des recherches qui l'ont montré, il y a même des expériences sordides qui ont été menées en Roumanie il y a quelques siècles, une expérience connue dans des orphelinats, où à un moment donné, ils ont pris des enfants dans un orphelinat et ils ont donné pour mission aux nourrices
de ne pas entretenir de relations avec les enfants. Donc ils devaient subvenir à leurs besoins physiologiques. Donc ils avaient à manger, ils avaient à boire, leurs besoins de propreté, d'hygiène, on les changeait évidemment, etc. Mais elle n'avait pas le droit de les prendre dans les bras, elle n'avait pas le droit de leur faire des câlins, elle n'avait pas le droit de leur faire de bisous, elle n'avait même pas le droit de les regarder dans les yeux. Et en fait, ils sont tous morts. Et c'est horrible comme expérience, évidemment. Et en même temps, c'est lourd de sens, quoi. C'est-à-dire, ça fait voler en éclats la vision matérialiste de la vie, quoi. On n'est pas que des cellules qui ont besoin de se nourrir avec de l'alimentation, de la nourriture, de l'eau. On n'est pas que ça. On ne vit pas. D'accord. L'être humain est un être de relations. Ce sont les relations qui nous font vivre. Et donc la confiance, à un moment donné, je dirais elle est incontournable. On peut pas faire l'impasse sur la confiance, vous voyez. Mais la question, c'est le premier pas. Qu'est-ce qui va faire que je vais oser, je vais avoir le courage? Au-delà du premier pas, quelle est la capacité à... Enfin, je pense qu'on a tous ici ce soir des moments difficiles dans l'existence, des moments de doute, professionnellement, personnellement. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis dans la bonne place de ma vie? Est-ce qu'il ne faut pas que je change ci, je change ça? Et souvent, la réponse, on ne va pas l'avoir forcément d'un psy ni d'un interlocuteur extérieur. On va l'avoir au fond de soi. Mais au fond de soi, on a confiance en soi, on a confiance, on a nettoyé, je dirais, les scories de notre éducation qui nous feraient nous penser nuls. On est bien, mais voilà, le doute est là. Le doute se mélange à des désirs, des peurs. Et comment réussir à nettoyer et à créer un espace de confiance pour se dire, ok, je vais peut-être me reconnecter à ça, ce que vous avez fait quand vous avez décidé finalement de laisser tomber ce que vous aviez étudié pour partir à l'aventure. Je pense qu'une clé est une forme de reconnexion à soi-même. C'est-à-dire une caractéristique de notre époque est d'accaparer notre attention pour la mettre à l'extérieur de nous-mêmes. Parce qu'il y a des tas d'outils qui sont très intéressants et fabuleux de communication, comme Internet, les téléphones portables, les SMS, les emails, Facebook et compagnie, qui sont des outils intéressants, mais qui ont tous en commun d'attirer notre attention à l'extérieur de nous-mêmes. Et je pense que c'est utile pour développer une confiance en soi, une estime de soi, et au-delà de ça, pour savoir ce qu'on veut faire de sa vie, ce qui est quand même une question assez pertinente dans l'existence, c'est utile d'être à l'écoute de soi-même, donc de tourner notre attention à l'intérieur de nous-mêmes, entrer en introspection, ce qui n'est pas du tout culturel en France, entrer en introspection, s'écouter un peu soi-même, savoir ce qui vient de nous, ce dont on a envie au plus profond de soi. Mais dans le contexte actuel, avec tous ces outils que je viens de citer, c'est pas évident. C'est pas évident, surtout que ces outils sont source d'émotions. Et quand on ressent des émotions, assez souvent, c'est une façon de se sentir en vie, se sentir vivre, d'accord? Vous recevez le SMS d'un ami, ça vous donne une émotion positive. Un ami a pensé à vous, d'accord? Donc vous vous sentez vivre quelque part. Vous recevez un email de quelqu'un qui a pensé à vous, même chose. Et ça marche aussi pour les stimuli négatifs. C'est-à-dire vous allumez la télé, vous entendez parler d'un truc glauque, d'un attentat ou autre. Ça vous donne une émotion négative, d'accord? Et sauf qu'on devient aussi accro aux émotions négatives. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors ça je crois que c'est notre cerveau, la partie reptilienne, la couche reptilienne de notre cerveau qui veut ça, c'est le siège de l'instinct de survie, à ma connaissance. Et donc quand on entend une très mauvaise nouvelle, une catastrophe, qu'elle soit naturelle ou pas, eh bien quelque part ça mobilise totalement notre attention, parce que je pense qu'inconsciemment on veut pouvoir s'en protéger si ça nous arrivait à nous. Et donc en fait on est extrêmement attentionné et concentré sur le média qui diffuse cette information. Et entre parenthèses, c'est bien connu d'ailleurs, parce qu'il y a des études qui l'ont montré, et ils le savent bien dans les médias, hein. On sait que le taux de pénétration d'un message publicitaire va être accru s'il suit une mauvaise nouvelle. Donc c'est pas non plus un hasard si on a autant de mauvaises nouvelles à la télé et à la radio, d'accord? Je ferme la parenthèse. Et on devient dépendant en fait de ces stimuli négatifs. Il y a un côté fascinant en fait à ces mauvaises nouvelles, et donc on va rallumer la radio ou la télé et écouter tout ça, d'accord? Bref, tout ça accapare notre attention à l'extérieur de nous-mêmes. Donc il faut trouver le moyen de remettre notre attention, au moins par moment, à l'intérieur. Alors ça peut se faire quelques minutes par jour, hein. Quelques minutes par jour, vous accordez 2 minutes avant de se coucher. Je dis toujours avant de se coucher, parce qu'on laisse plus de temps. Et vous éteignez toutes ces belles machines. Personne ne vous dérange, do not disturb sur la porte, et vous restez 2 minutes avec vous-même.
moi je dis souvent, sans avoir même l'objectif en tête d'être à l'écoute de vous-même. Parce que si vous vous mettez un objectif, à ce moment-là, là, vous allez forcément pas y arriver, vous voyez. Accordez-vous 2 minutes de vide. C'est étonnant, hein, dans Je notre m'endors culture. direct, moi. Pardon? Je m'endors direct. Peut-être faire plutôt dans l'après-midi, non, à un moment. 2 minutes, oui, ou le matin. 2 minutes de vide, 2 minutes de silence, sans objectif en tête, sans rien avoir en tête. Alors, au début, ça va vous faire bizarre si vous n'en avez pas l'habitude. Mais si vous faites ça tous les jours, au bout d'un moment, il va se passer des choses. Et puis vous allez sentir des choses émerger du plus profond de vous, peut-être des envies, des idées, peut-être des désirs. Mais cette fois-ci, ces désirs, ces envies viendront de vous et ça correspondra vraisemblablement à des envies profondes et non pas des désirs inculqués par l'extérieur, par la publicité ou tout ce que vous voulez, ou la conformité à un modèle social, à ce qui est valorisé socialement. D'accord? Ça viendra de vous. Et c'est essentiel, je pense, de développer ça, cette écoute de soi-même. C'est essentiel pour plein de raisons, pour développer la confiance en soi, l'estime de soi. C'est aussi essentiel pour savoir dans quelle direction je vais avancer dans ma vie, pour savoir quelle est ma mission sur Terre. Moi, je pense que chacun de nous a une mission, hein. Et donc, pour rejoindre cette mission, vous voyez, pour se réaliser à travers un certain nombre de choses. Mais pour ça, il faut être à l'écoute de soi-même. Sinon, on peut passer sa vie entière à se tromper sur soi, pas savoir qui on est, et finalement avoir des actions qui n'ont pas de sens pour nous. C'est vrai que j'ai fait ce constat il y a quelque temps et ça m'a assez surpris en fait. J'essayais de voir une réponse à un problème que je m'étais posé et quelqu'un m'a fait remarquer qu'effectivement dans une journée, j'avais pas dû passer 30 secondes sans rien faire. J'étais passé d'un écran de téléphone à un mail, à un bouquin, une activité de déjeuner, une discussion, mais à aucun moment j'avais peut-être pu totaliser, allez je dis 30 secondes, peut-être 1 minute tout seul. Comment vous expliquez que justement on ait tant besoin de se divertir et que ça soit devenu une espèce d'addiction? On parle d'addiction aux jeux, à Internet, Facebook, etc. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se décrocher de ces trucs-là et que c'est de pire en pire en fait? C'est sans doute multifactoriel. Peut-être qu'un élément de réponse est le souhait inconscient de justement ne pas être seul avec soi-même, comme peut-être une espèce de peur de se retrouver seul avec soi-même, avec son âme, vous voyez, son destin, et d'être confronté finalement au sens de sa vie. Hein, c'est un autre philosophe, Blaise Pascal, qui parlait du divertissement. C'est le mot que vous utilisiez à l'instant d'ailleurs, Stéphane. Le divertissement pascalien, c'est quoi? C'est tout ce que l'on fait, c'est pas juste au sens loisir, hein. C'est tout ce que l'on fait par nos actions qui, selon lui, a pour objectif tout à fait inconscient d'oublier notre mortalité. Et on a un vrai problème avec la mort, c'est pas à vous que je dirais ça, hein. Dans notre culture occidentale, dans notre pays, on vit dans le déni de la mort aujourd'hui. Sauf que si on n'a pas conscience de sa mortalité, et j'irai même plus loin, si on n'accepte pas sa mortalité, je pense qu'on peut difficilement vivre sa vie, quoi. Je crois qu'il faut passer par une acceptation de notre mort pour bien vivre sa vie. Et si on n'est pas OK avec la mort et avec sa mort, ben à ce moment-là, ça peut pousser en effet à des actions, à de la suractivité, à tous ces mouvements parfois un peu browniens comme ça qui vont occuper notre esprit et nous permettre de ne pas nous retrouver seuls avec nous-mêmes, avec des questions existentielles sur le sens de notre vie et sur la mort à venir. Autrefois, c'était moins vrai, parce qu'autrefois, les gens vivaient dans les campagnes et dans les villages, il y avait un cimetière dans chaque village, et dès l'enfance, eh bien, on allait toutes les semaines au cimetière pour entretenir la tombe des ancêtres. Et donc il y avait une espèce de proximité avec la mort, puis on pouvait parler aux ancêtres aussi, vous voyez. Aujourd'hui, c'est plus le cas, les gens vont très rarement dans les cimetières, et on développe une espèce de déni de la mort, d'où ce jeunisme, hein, où paraît-il à la télé on voit plus que des jeunes. On fait tout en fait pour effacer comme si ça n'existait pas toutes les traces du vieillissement. Et à mon avis, c'est moins pour des raisons esthétiques que pour des raisons psychologiques, parce qu'on veut faire disparaître tous les signes de ce qui nous rapproche de la mort, finalement. Et donc évidemment, si on montre que des gens jeunes, c'est comme si on est tous éternellement jeunes, et la vieillesse n'existe pas, et la mort n'existe pas, vous voyez. Mais je pense qu'il y a une énorme angoisse derrière ça, quoi. Donc je crois que ça peut être intéressant, c'est une piste à explorer, peut-être, de s'interroger sur sa relation à la mort, et de façon à prendre conscience de sa mortalité, puis à accepter la mort. Et à ce moment-là, je pense que c'est là où la vie véritablement peut commencer. Bon, compris?
Mais au-delà des plaisanteries, c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure aussi de l'appréhension à vouloir se regarder en face. Vous avez parlé de la peur, des réactions extérieures. Si on prend telle décision, comment l'entourage va réagir, nos parents, nos proches. La peur, visiblement, est aussi quelque chose qui va assez rapidement venir en conflit avec notre confiance en soi. Oui. Comment gérer ça? Parce que c'est bien beau d'en discuter, de réfléchir comme ça, un peu sereinement dans un fauteuil aujourd'hui, mais voilà, on va devoir quand même mettre en pratique ce qu'on entend. Enfin, je pense que certains d'entre vous ont envie d'essayer de mettre un peu ça en pratique. Donc comment on va faire pour justement être plus fort que la peur, plus fort que le désir des autres qu'on perçoit et qui nous impacte? Toujours essayer de vous titiller pour essayer de ressortir des petits trucs un peu pratiques, mais Oui, c'est bien, Stéphane, c'est bien. comment je fais demain matin? Je réfléchis parce que le début de votre question a amené quelque chose à mon esprit. Et je voulais le partager avec vous, et puis il est parti, alors il faut qu'il revienne simplement. Moi, je vais être en confiance, et donc ça va revenir. Non, mais c'était important, donc je vais y revenir. Oui, je parlais de la peur qui surgit assez rapidement en conflit avec la confiance. Peur de déplaire, peur de... Il y a autre chose. C'est pas ça? Bon, on va réfléchir 2 minutes. Ça va revenir. Zut, parce que c'était important, je voulais vous en parler. Bon, qui redit le début de ma question? Personne n'a suivi en fait. On reposer la question. Je m'en souviens pas. D'accord. Moi. On effacera le passage au montage. C'est en direct. Ah, vous en souvenez plus. Ah, c'est du direct, on ne m'avait pas prévenu. Merci. La peur quand... Bon. Non, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. m'inspire pas. C'est pas grave. Bon, allez. Non, l'idée c'est que voilà, on est là dans une discussion qui est à distance de la confrontation avec. Oui, ça y est, c'est revenu. Attendez, ça va repartir. Ça va repartir, oui. Et oui, en fait, il y a une peur qui est on a tous plein de types de peurs, je suis bien placé pour en parler. Mais j'ai un lourd passé, même passif, dans ce domaine. Mais il y a une peur qui est très présente. J'allais dire dans notre pays, mais je veux pas culpabiliser notre culture. Il y a plein de bonnes choses, une fois de plus, il y a autant de choses positives que négatives dans toutes les cultures. Mais il y a quelque chose qui est très présent chez nous, c'est la peur de l'échec. La peur de l'échec, et ça me semble essentiel d'en parler, c'est pour ça que je ne voulais pas passer à côté, ça me semble essentiel d'en parler parce qu'il y a des gens qui ont la vie gâchée à cause de ça. Je vous le disais tout à l'heure, ma conviction, chacun de nous a une mission. Mission, c'est quoi? C'est une action, qu'elle soit professionnelle ou extra-professionnelle, peu importe, mais c'est quelque chose qui a un écho en nous et dans lequel on peut se réaliser, d'accord? Qui a peut-être un rapport avec notre raison d'être là, ici, sur Terre, pendant cette vie, quoi. Sauf que souvent, ça passe par des choses à faire, des actions. Et moi, ce que je constate et qui me rend triste, c'est que la plupart du temps, beaucoup de gens se retiennent. Ils s'empêchent de réaliser leurs rêves, ils s'empêchent d'écouter leur cœur et leurs aspirations profondes, simplement parce qu'ils ont peur d'échouer. Et on a un vrai problème dans notre culture avec la peur de l'échec. Et il y a quelque chose qu'on passe sous silence, c'est que l'échec, c'est normal. L'échec, ça fait partie de la vie. J'en parlais tout à l'heure avec Dominique Mahé, le président de la Maïf, qui me disait, à la Maïf, on a institutionnalisé le droit à l'erreur, par exemple. Bon, ça, je trouve ça fabuleux dans une entreprise, quoi. L'échec fait partie de la vie. Moi, vous avez sans doute entendu peut-être des journalistes m'interroger sur mes succès littéraires, mes réussites. Ok, j'ai eu des succès, mais si je regarde toute ma vie et ma vie professionnelle, il y a au moins autant d'échecs que de réussites, si vous voulez. Et c'est tant mieux. Et pourquoi c'est tant mieux? Parce que mes échecs dans ma vie personnelle, j'ai un peu évoqué tout à l'heure mes échecs professionnels en début de carrière notamment, mais j'en ai eu d'autres après, mes échecs m'ont nourri beaucoup plus que mes succès, mes réussites. Moi, mes réussites m'ont aidé à achever mon travail sur la confiance en soi. Parce que la réussite, pour moi, ça sert à ça sert à renforcer la confiance en soi. D'accord? Mais c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal, vous me direz, puis c'est le thème de ce soir en plus. Mais par rapport à tout ce que j'ai appris, tout le chemin que j'ai parcouru dans ma vie, c'est presque infime, je dirais.
Et j'ai appris de quoi? J'ai appris de mes échecs. J'ai échoué beaucoup de choses dans ma vie, d'accord? Et c'est fabuleux d'échouer, parce que, parce que ça permet d'avoir ce que les Américains appellent le feedback. J'adore ce mot, parce que c'est intraduisible, hein. Enfin, on n'a pas de mot français pour dire ça, c'est cette notion de se nourrir en retour, d'accord? Qui est très dans la culture américaine, donc c'est pas un hasard s'ils ont ce mot-là. On se nourrit en retour d'un échec si on ne se blâme pas, mais qu'on analyse, une fois de plus. Si on ne se juge pas, en se lamentant, en disant mon Dieu, j'ai complètement échoué, j'ai été nul, il y a 500 personnes qui m'ont vu dans l'échec, etc. Non, si on fait ça, c'est sûr qu'on va rien en apprendre. Et 900. 900, oui, 900. Et donc, mais si, du coup, je sais plus où j'en étais, je vais échouer. Hein. Et donc, de ces échecs, si on se libère du jugement de soi, et qu'on se pose pour regarder la situation, on se dit, ok, qu'est-ce qui m'a amené à ne pas réussir comme je le voulais? Mais on va apprendre des tas de choses. On va peut-être avoir un retour sur le fait qu'on n'était pas assez formé, et c'est une information précieuse sur le fait qu'il faut se former plus. Et on va peut-être, dans certains cas aussi, avoir une information sur le fait qu'on se trompe de voie. Mais c'est essentiel. Moi, je vous ai dit qu'à 23 ans, à mon poste de jeune cadre financier, je ne m'épanouissais pas, mais j'ai omis de vous dire que j'étais en situation d'échec. Chez moi, ça va de pair. Je suis incapable de me forcer à faire quelque chose que j'aime pas. Mais la résultante, croyez-moi, c'est que j'échouais. Hein. Mes managers étaient catastrophés devant mon travail. Donc c'était un véritable échec. Oui, mais imaginez maintenant que j'ai réussi à sauver les meubles, à faire mes petites analyses d'écart dans mon coin tant bien que mal, et donc finalement à réussir la mission qui m'était confiée. J'y serais peut-être encore aujourd'hui. Est-ce que j'aurais gagné quelque chose au final? Donc moi, ça a été quelque chose de précieux pour moi. Je me suis nourri de ça, parce que ça m'a aidé à comprendre que j'étais pas fait pour ça. Je vous disais tout à l'heure, quelques années plus tard, je me suis essayé dans l'import-export. Même chose, j'ai échoué et ça m'a amené à réaliser que non, le commerce, c'était pas du tout pour moi, mais alors pas du tout, du tout. Donc c'est précieux comme information, ça. C'est précieux. Mais les Américains, ça l'ont bien intégré aux États-Unis. Vous pouvez même créer une boîte, la planter totalement, et puis vous aurez quand même encore une valeur sur le marché du travail. Quoi. Il y a une célèbre histoire de Paul Watson, le fondateur, je crois, d'IBM, qui reçoit dans son bureau, je crois que c'est un commercial. D'IBM? Oui, je crois que c'est IBM. Non, Paul Watson, c'est le... Bon, peu importe, une boîte américaine. Ouais. J'ai encore échoué. Donc il reçoit ce commercial qui vient de planter, c'est l'histoire vraie, une affaire à plusieurs millions de dollars. D'accord? Donc le gars rentre la queue entre les jambes dans le bureau du PDG, de Watson, et d'entrée de jeu, il lui dit, il lui dit, bon, j'imagine que vous allez me demander ma démission, ok, vous l'avez, quoi. Et Watson le regarde et lui dit, quoi? Je viens d'investir 10 millions de dollars dans votre formation et vous voulez partir? Histoire vraie. Ça amène la question que je voulais poser enfin, que je voulais... Vous savez, j'arrive plus à formuler mes phrases. C'est contagieux, méfiez-vous. Avoir confiance en les autres, ça veut donc dire accepter aussi leurs erreurs. Ça veut pas dire être sûr qu'ils vont faire bien, mais ça veut dire... Oui. Être conscient qu'ils vont peut-être faire mal et que c'est pas grave. Oui, tout à fait. C'est pas facile, ça. Non, mais tout ça, c'est lié. C'est-à-dire, pour moi, la confiance dans le monde, la confiance dans les autres et la confiance en soi sont liées. Ce sont les différentes phases d'une même pièce. Moi, je crois, et c'est peut-être lié à ma vision, mon prisme d'épée, développement personnel, mais je crois que c'est une bonne idée de commencer par soi, par un travail sur soi, donc commencer par développer de l'estime de soi, une confiance en soi, et que tout naturellement, on sera guidé vers la confiance dans les autres et puis la confiance dans la vie, d'accord? Parce que je pense que c'est difficile d'avoir confiance dans les autres si on n'a pas confiance en soi. Et je pense qu'en effet, si on est très intransigeant avec les autres, c'est qu'on l'est aussi avec soi-même, en général. Donc si on a tendance à voir les erreurs chez les autres, leurs manquements, leurs imperfections, c'est souvent qu'on se comporte de la même manière, parfois inconsciemment vis-à-vis de soi-même, vous voyez. Donc apprenons déjà à accepter nos défauts, à accepter nos erreurs. Et tout naturellement, on sera beaucoup plus tolérant envers les erreurs et les manquements des autres, quoi. Et par là même, on sera plus confiant. Il y avait cette petite phrase que j'avais lue dans votre dernier livre que j'aimais beaucoup. Cherche le divin en toi plutôt que le diable chez les autres.
Cherche le divin en toi plutôt que le diable chez les autres. C'est pas mal ça. Merci. Ça crée une incidence en fait sur la notion voilà, de jugement sur soi, de défaut, des choses qu'on considère comme un défaut. Il y a aussi quelque chose que vous préconisez par rapport à nos défauts, Ah bon? que je vous entends dire il n'y a pas longtemps encore. Où vous dites que quand on constate qu'on a un défaut, une propension à faire quelque chose qui n'est pas forcément terrible, on a envie de le bloquer. On est dans une position un petit peu guerrière de vouloir arrêter. Et vous vous dites non, il ne faut pas essayer de se bloquer comme ça, il ne faut pas essayer de stopper ses défauts, il faut essayer de rajouter quelque chose dessus. Alors je crois que j'ai rien compris. Non, non, c'était un peu ça en effet. Sur le moment, je me suis dit, c'est pas moi. Mais si, si. Si. Oui, en fait, l'idée, mais je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure. Je vieillis vraiment. Ah, je me répète alors en plus. En Alzheimer. En fait, quand on a des difficultés, d'accord, dans la vie où on repère un schéma psychologique en nous dont on veut se défaire, la tendance est en effet de retirer quelque chose en nous, d'accord. L'exemple de tout à l'heure, c'est je me juge sévèrement, ben, j'ai envie de retirer ça hein, que j'aime pas en moi, d'accord, cette tendance à me juger sévèrement. Et en fait, assez souvent ça marche pas, ou alors c'est extrêmement difficile. Et donc, une bonne solution pour moi, c'est d'ajouter quelque chose. Si je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous disais que le cerveau avait des choix, d'accord, fonctionnait. Ah, j'étais pas là, moi. Opter pour le meilleur choix. Faut écouter quand je parle, Stéphane. Et donc, le fait d'ajouter quelque chose, hein, l'idée tout à l'heure pour l'estime de soi, de faire ce petit exercice qui consiste à prendre conscience de ce qu'on a fait de bien dans une journée, on ajoute quelque chose, et comme on ajoute quelque chose, on offre un nouveau choix à notre cerveau. Donc c'est cette idée vraiment d'ajouter et pas de lutter. Je pense que dans plein de domaines, et pas que avec soi-même, je pense que la lutte est vaine. D'une manière générale, dans la vie, je crois qu'on renforce ce contre quoi on lutte. Et c'est vrai dans bien des domaines, et malheureusement aussi dans la lutte anti-terroriste, on pourrait en parler, même si ce n'est pas le débat de ce soir. Bah si. Enfin, pas le terrorisme, mais ça veut dire qu'on renforce ce contre quoi on lutte. Ben en fait, quand on lutte contre quelque chose ou contre quelqu'un, ou quand on lutte contre une tendance intérieure, ou lorsqu'on lutte contre des personnes extérieures, eh bien en fait, on déclenche des mécanismes de résistance. D'accord. Si vous luttez par exemple contre votre tendance à manger une tablette de chocolat entière quand vous rentrez chez vous du bureau, je vois des sourires, c'est marrant. Eh bien, si vous luttez contre ça, bon courage. Bon courage. Parce que si vous forcez, vous voyez, à faire régime, si vous forcez à faire des diètes, des jeûnes, eh bien, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une espèce de résistance en vous qui sera, croyez-moi, beaucoup plus forte que votre capacité à lutter. Et vous ne gagnerez pas. Vous ne gagnerez pas. On sent le vécu, là. Pardon? On sent le vécu. On peut le dire, oui. Et donc là encore, une autre solution, c'est une forme d'acceptation, ce qui peut heurter certaines oreilles, parce que c'est pas dans notre culture, une fois de plus. Hein. Une forme d'acceptation en se disant, ok, j'ai envie d'ouvrir le placard de la cuisine et de prendre cette tablette au chocolat, au lait, avec des noisettes peut-être, je sais pas, qui est vraiment délicieuse, ou pralinée. J'ai envie, et c'est ok, j'ai le droit. C'est chez moi, c'est mon placard, c'est ma tablette, j'ai le droit. Et partant de là, je l'accepte pleinement, d'accord? Et peut-être que je vais le faire dans une minute d'ailleurs. La loge est bien garnie d'ailleurs. Et donc je l'accepte. Et partant de là, je m'accorde juste une petite minute pour savoir si c'est vraiment ce dont j'ai envie au fond de moi. Une fois de plus, un peu d'introspection, comme ce que je vous invite à faire le soir. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire être à l'écoute de soi-même, à l'écoute de son corps. Pour moi, c'est le corps qui doit commander la nourriture, c'est pas le mental, quoi. Et en fait, quand on prend une petite minute juste pour essayer d'écouter son corps, par rapport à des envies boulimiques, eh bien, on se rend compte que finalement, c'est pas mon corps qui réclame ce chocolat. Mon corps n'a pas faim. Mais c'est plutôt autre chose. C'est peut-être parce que j'ai eu pas mal de stress dans la journée et que j'ai envie de quelque chose qui me détende. Et le sucre est très efficace pour ça, quoi. Ou alors j'ai été contrarié, j'ai envie d'un peu de plaisir. Et ça apporte du plaisir, n'est-ce pas, de prendre un carré de chocolat. Et si je prends conscience de mon besoin réel, hein, et ça présuppose une fois de plus d'être suffisamment à l'écoute de soi-même, à ce moment-là, je peux, et une fois de plus, ce n'est pas une obligation, mais je peux choisir un autre moyen d'assouvir ce besoin réel.
Nutella. Je vois qu'il y a... Si c'est mon besoin, c'est reposer du stress, bah, je vais peut-être m'allonger 5 minutes sur le canapé. Peut-être que ça suffira et je vais réaliser que bah, j'ai plus envie de chocolat. Ça marche pas. Non mais Et si, vous voyez, si j'ai besoin d'un peu de plaisir, je peux peut-être trouver une autre façon de me faire plaisir, mais tout en ayant à l'esprit que je peux aussi me prendre du chocolat. Vous voyez, c'est pas de la lutte. C'est pas de la lutte. Et si vous ne luttez pas avec vous-même, déjà il n'y a pas une guerre à l'intérieur de vous-même, ce qui est quand même plutôt sain, y compris en termes de santé. Puis voilà, vous allez vous détendre, être beaucoup plus zen, quoi. Et là, il pourra se passer des choses qui vont vous permettre d'évoluer, quoi. Et je pense que c'est pareil dans les relations humaines. Quand on a des conflits avec les autres, si on veut lutter contre d'autres, eh ben, en fait, on va les amener à résister. Parce que plus on exerce une force, ouais, c'est presque de la cybernétique ou de la mécanique, même tout simplement. Quand on exerce une force dans une certaine direction, eh bien, ça génère immédiatement une force contraire de même intensité. Les physiciens le savent bien. Je suis pas plus physicien que neurologue, notez bien. Mais voilà, il paraît que ça... Et on le voit bien dans les relations humaines. Même sur le plan commercial, c'est amusant. Plus vous voyez quelqu'un qui fait du push, comme disent les Américains, mais qui fait tout pour vous convaincre, bah, plus vous résistez. Hein. Vous avez pas envie de vous soumettre à une telle pression. D'accord. Ça ne marche pas. D'accord. Donc voilà, je suis contre la lutte. Je lutte contre la lutte. Mais je l'accepte. Hein. c'est drôle. À vous entendre, on a l'impression que tous les réglages qui nous sont inculqués pour nous apprendre à vivre en société, qui commencent à l'école, puis nos parents, ils sont tous pas bons. Enfin, désolé, je plombe un peu le truc ce soir peut-être, mais je pense à cette notion de plaisir. C'est vrai que on vit dans une société où le plaisir est devenu presque un synonyme de bonheur, d'épanouissement. Du coup, quand ce plaisir devient excessif, on essaie de lutter contre et d'y opposer une force. On est tout le temps un peu à côté de la plaque, en fait. Désolé. Et votre question est... Ah, il n'y en a pas, là, c'est un constat. J'essaie toujours à travers ces constats mobilisateurs, de faire de vous questionner un petit peu sur cette capacité à sortir d'une espèce de choses qui nous sont inculquées par tous les côtés que l'on regarde de notre société, télévision, amis, relations sociales, etc., où on nous dit tous bats-toi pour obtenir ce que tu dois obtenir, défends-le, ne le quitte pas, sois raisonnable, fais-toi plaisir, tu atteindras le bonheur. Et en fait, c'est pas du tout ça. Ben, en fait, vous savez, tout est lié, quoi. C'est pas un hasard si on a la culture qu'on a, c'est pas un hasard si on a les habitudes de penser que l'on a. Donc je pense qu'en amont, tout ça est lié à une espèce de vision de la vie. Il se trouve qu'on est dans un pays occidental qui a une vision globalement plutôt matérialiste de la vie, matérialiste au sens philosophique du terme, c'est-à-dire croire que la vie est matière. D'accord, l'immense majorité des gens pensent qu'on est juste de la matière, un amas d'atomes, d'accord, de molécules, et qu'à notre mort, il n'y aura plus rien, tout ça va devenir poussière. Donc c'est une vision de la vie que je ne juge pas, d'ailleurs, parce que je n'ai aucun moyen de savoir si c'est la réalité ou pas. Ce qui est certain, en revanche, c'est que, comme toutes les visions de la vie, elle induit un certain nombre d'effets. Et il y a un effet de cette vision matérialiste de la vie qui, selon moi, pousse à un certain nombre de choses, qui est précisément ce qui peut ensuite poser problème. Par exemple, la consommation. Hein, on entend souvent les gens râler sur « Ah, on consommer, il y a autre chose dans la vie, etc. » Oui, c'est vrai. Et en même temps, pourquoi est-ce qu'on consomme tous? Pourquoi est-ce qu'on consomme? Pourquoi est-ce que... on parlait de se faire plaisir avec du chocolat. Pourquoi est-ce qu'on cherche aussi à se faire plaisir en faisant du shopping? Pourquoi, finalement? Alors qu'on sait bien qu'on n'a pas besoin des choses qu'on achète, quoi. Et mon sentiment est que c'est la résultante directe d'une vision de la vie matérialiste. Pourquoi? Parce que si vous croyez que vous n'êtes que de la matière, bref, que vous êtes là sur Terre juste pour quelques décennies et après plus rien, bah, ça induit déjà un comportement individualiste. Parce que si je ne suis que ça et qu'après il n'y a plus rien, bah, c'est ma pomme d'abord, hein, parce que j'ai qu'une vie, et voilà, donc je vais en profiter, d'accord? Donc ça me pousse à l'individualisme. Hein, je ne vais pas perdre du temps à m'occuper de vous si après moi il n'y a plus rien. Hein. Ça pousse à l'individualisme et ça pousse à la consommation de plaisir. Parce qu'il faut que je rentabilise mes quelques décennies à passer sur Terre. D'accord? Donc je vais chercher tous les plaisirs. Tous
tout ce dont je sais que la résultante sera un certain plaisir. Et donc, quelque part, j'ai envie de dire que ça pousse dans la mauvaise voie. Il ne faut pas avoir de jugement par rapport à ça, mais en tout cas, ça pousse dans une direction dont de nombreux sages et philosophes savent que, en fait, ce n'est pas ce qui va vraiment, véritablement nous nourrir. Ce qui va nous nourrir, je l'évoquais tout à l'heure, c'est plutôt les relations, c'est l'épanouissement lié au fait de se réaliser, parce qu'on a écouté son cœur et on va dans la direction désirée, du plus profond de nous. Ça va nous rendre heureux, quoi. C'est pas ce qu'on consomme, vous voyez, mais ce qu'on consomme est le fruit de cette vision du monde. Donc je pense que tout est lié. C'est-à-dire, pour moi, si on fait évoluer notre vision du monde, bon, et c'est une démarche personnelle, donc je vais pas vous vendre une vision du monde toute faite, vous voyez, mais si on s'interroge sur le fait on est peut-être autre chose que de la matière, que, une fois de plus, c'est pas vous que je dirais ça, Stéphane, qu'il y a peut-être quelque chose au-delà de la mort. À ce moment-là, ça met toutes les choses en perspective, ça met toute notre existence en perspective. Et peut-être qu'à ce moment-là, on se sent moins obligé de surconsommer ou de s'adonner à diverses formes de plaisir addictif, vous voyez, parce que s'il y a autre chose, à ce moment-là, ça peut me permettre d'accéder à un autre état de conscience, à me connecter à quelque chose qui me dépasse, qui est plus grand que moi. Et ça change complètement la vie à ce moment-là. Mais sans se poser la question de l'existence ou non d'une dimension spirituelle qui effectivement appartient après peut-être à la relation intime de chacun, vous avez employé plusieurs fois le mot de mission de vie dans votre exposé. C'est quoi une mission de vie? D'où ça vient? Enfin, c'est Dieu qui a décidé? Comment vous voyez les choses? Mais en fait, je pense que... Alors moi, ma vision à moi n'est pas qu'on est là pour quelques décennies juste pour consommer et avoir du plaisir. C'est aussi ce qui a fait que c'était inacceptable pour moi à 23 ans de continuer dans un métier pas intéressant. J'avais un copain à l'époque qui avait fait les mêmes études que moi, qui avait le même métier et qui en arrivait au même constat. Il ne s'épanouissait pas dans son job et il me disait mais c'est pas grave, moi j'attends les week-ends, les vacances et la retraite. Il a lâché ça à 23 ans, hein. Vraiment. Bon, voilà. Donc moi, ma vision de la vie n'est pas qu'on est là juste pour en profiter, consommer, avoir du plaisir. Je pense qu'il y a autre chose. Quoi, je ne sais pas dire. J'appartiens pas à une secte, j'appartiens pas à une religion. Mes parents avaient deux religions différentes, ce qui me donne une grande liberté par rapport à ça. Et je pense qu'il y a autre chose. Je pense qu'on n'est pas que de la matière. Je ne sais pas vous dire quoi. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est autre chose? Mais pour moi, en tout cas, notre présence ici a une raison d'être. Voilà. Ça, j'en suis intimement convaincu. Je pense qu'on n'est pas là par hasard. Et je caresse le sentiment que non seulement on a une raison d'être, mais on a donc une mission. Je vous le disais. Cette mission, c'est quoi? C'est le fait que chacun de nous a un ou plusieurs talents particuliers, des choses qui lui sont propres. Chacun de nous. Et on ne le sait pas forcément. Je pense que la plupart des talents restent cachés, mais on a tous des talents, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et je pense que c'est pas un hasard. Alors, c'est ma croyance, hein, mais je l'assume en tant que croyance, je n'affirme pas que c'est la réalité. Mais je pense que chacun de nous a ce talent et que ce n'est pas dû au hasard. Je pense qu'on est là pour accomplir quelque chose. Et qu'on détient en nous justement le talent qui va nous permettre d'accomplir cette chose-là, quoi. Et ce qui est intéressant par rapport à cette vision, je trouve, c'est que ça fait voir la vie comme une aventure finalement. Aventure déjà de découverte de soi, en se disant quels sont mes talents finalement, quelle est ma mission, en quoi je peux, moi, petit être humain, 1 sur 7 milliards, petite poussière dans l'univers, en quoi je peux apporter ma pierre à l'édifice? Qu'est-ce que je peux apporter à l'humanité? Qu'est-ce que je peux apporter au cosmos? Qu'est-ce que je peux faire finalement? Et donc, en quoi je suis bon quelque part? Quelles sont mes capacités? Je pense que les capacités qu'on a ne sont pas dues au hasard. Et donc, ça devient un jeu, ça devient une aventure de se découvrir, de se connaître soi-même, hein, ce qui est inscrit sur le fronton du temple de Delphes, hein, parfois prêté à tort à Socrate, hein, connais-toi toi-même. Et pas plus d'ailleurs, est-il écrit, et ça on l'oublie toujours, ce qui est très intéressant, là. Mais bon, c'est un autre sujet. Et donc se connaître soi-même, la vie est une aventure, se découvrir, savoir ce pourquoi on est fait finalement, et ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce que nous dit notre petite voix, dans quelle direction aller, quoi. Et à ce moment-là, c'est une aventure. Et à ce moment-là, on peut
trouver des choses qui sont tellement épanouissantes que, et ça c'est vrai Stéphane, je sais que vous ne me croirez pas mais c'est vrai, à ce moment-là, la tablette de chocolat devient secondaire. Elle n'est pas interdite pour autant, mais elle est juste superflue, on n'y pense plus. Donc si je résume, en fait, et dites-moi si je me trompe, j'ai l'impression que la confiance en soi, la confiance dans les autres, c'est presque aussi une décision à prendre. L'envie de se dire, je vais accueillir avec bienveillance et avec confiance tout ce qui va se produire, ça va bien se passer. Oui, C'est... oui, je crois que c'est une décision que l'on peut prendre. Une décision que l'on peut prendre, de se dire, ok, j'ai plein de ressources en moi, si je développe de la confiance en moi, si je me fais confiance, je vais accéder à ces ressources. Parce que c'est ça le drame, en fait, quand on manque de confiance en soi, c'est qu'on n'accède pas à ses capacités. Donc on passe sous silence ses talents, on passe sous silence ses capacités, on n'accède pas à ses ressources. Alors que le fait de se faire confiance permet de libérer les ressources qui sont en nous. D'accord ? Et donc ça nous aide aussi, évidemment, au quotidien, dans la vie. Donc, confiance en soi et confiance dans les autres, c'est pareil. C'est-à-dire, en fait, il y a vite, je l'évoquais tout à l'heure, une spirale, une dynamique positive qui se met en place quand on ose le pari de la confiance. La Maïf disait l'audace de la confiance. Quand on ose ce pari-là, eh bien, à un moment, il se passe des choses positives pour nous. Parce que lorsqu'on a une attitude d'ouverture envers les autres, et c'est bien ce qu'induit la confiance, eh bien, ils nous le rendent à un moment donné. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire américaine. Donc elle se passe aux États-Unis, ça se passe dans les montagnes rocheuses. C'est une petite fille qui fait une randonnée avec son papa. Donc elle est dans les montagnes. Vous savez, imaginez ces montagnes rocheuses absolument magnifiques, ces rochers très très verticaux, c'est vertigineux, c'est immense. Il y a des sapins verts, un ciel bleu, donc ils sont là, ils se promènent, ça sent bon l'odeur des épineux. Et puis la petite fille, à un moment donné, elle a 6 ans, elle s'écrie « C'est fantastique !» Et elle entend « C'est fantastique !» Alors elle est très surprise, c'est la première fois qu'elle entend quelque chose comme ça. Alors elle fait « C'est génial !» C'est génial. Très surprise. Elle se retourne vers son papa qui ne dit rien. Elle fait quittez. Non, toi d'abord. Non, toi d'abord. Et là, elle devient agacée. À 6 ans, on s'agace assez vite. J'en ai une, je sais. Donc elle s'agace et elle dit non, mais t'es nul. T'es nul. Et t'es nul. Et là, elle est vexée. Je te déteste. Et là, elle a un sursaut de conscience, elle se dit, oh, j'ai dû la blesser. Elle lui dit, je suis désolée. Du coup, elle se détend, et ça continue un peu, puis elle finit par dire, je t'aime. Et là, voilà, elle est émerveillée. Et elle se tourne vers son papa et lui dit, mais enfin papa, qu'est-ce que c'est? Qui c'est quoi? Et son père lui dit, eh bien, certains appellent ça l'écho, mais moi j'appelle ça la vie. Parce que tu vois, ma chérie, la vie, elle te renvoie toujours ce que tu lui donnes. Ça, c'est envoyé. Comme vous disiez que merci pour tout ce partage. Vous disiez que la vie, la confiance, c'est la relation. Donc on a encore un peu de temps. J'ai envie de me taire et puis de vous laisser la parole, parce que je suppose qu'il y a pas mal de questions qui vous sont destinées. Je crois qu'il y a des micros qui tournent. Alors levez bien le bras, et puis ceux qui veulent poser une question, levez-vous, qu'on vous voit. Voilà, monsieur au milieu. Alors vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et inversement. Allez, ayez confiance. Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai écouté attentivement tout ce que vous avez dit et je trouve beaucoup de similitudes avec une chose que je viens de découvrir qui s'appelle la CNV. Et j'aurais voulu savoir si dans votre parcours de développement personnel, vous aviez côtoyé cette technique-là, donc on appelle la communication non violente, et qu'est-ce que vous en pensiez par rapport à vos conseils que vous nous avez donnés. Que du bien. Alors, oui, je connais un petit peu la communication non violente. Je ne suis pas un spécialiste, je n'ai pas été formé spécifiquement à ça. J'ai lu sur la communication non violente. En fait, c'est juste en 2 mots, hein, c'est un certain nombre de
d'outils, même d'outils, de techniques, et au-delà de ça, de démarches, je dirais une certaine démarche dans la communication qui vise à se tourner vers l'autre lorsqu'on a des difficultés de communication, ce qui est banal, hein, avoir des problèmes de communication, c'est se tourner vers l'autre, non pas pour formuler des reproches lorsque l'autre personne vous a blessé, par exemple, mais plutôt pour parler de votre ressenti. Je vous donne un exemple concret. Si quelqu'un dit quelque chose qui vous vexe profondément, plutôt que de contre-attaquer, de lutter, comme on disait tout à l'heure, de contre-attaquer, ou même simplement de le lui reprocher, juste se contenter de dire bah, tu vois, quand tu dis ça, moi, ça me vexe un peu, parce que ceci, cela. D'accord ? Donc en fait, le bénéfice, c'est que c'est pas du tout agressif, donc ça jette pas de l'huile sur le feu, ça va pas envenimer la situation. Et il y a un discours de vérité derrière ça. C'est-à-dire, en fait, vous dites ce que vous ressentez quand l'autre prononce cette parole, quoi. Et en fait, ce qui a été démontré, c'est qu'une telle attitude, eh bien, désamorce complètement les conflits. C'est-à-dire, l'autre n'a plus du tout envie de vous agresser parce que vous avez été transparent avec lui, vous lui avez dit à quel point ces paroles, en l'occurrence, hein, dans cet exemple, ont été blessantes pour vous, quoi. Donc, il y a une espèce de transparence et de non-violence, hein, un peu à la Gandhi, quoi, de non-agressivité. Voilà, donc il y a un certain nombre de techniques qui ont cette philosophie. Donc c'est très basé sur la compréhension des émotions dans la relation, et les émotions sont essentielles dans la relation. Hein. Tout ça est issu de la même zone du cerveau qui est la zone limbique, la couche limbique du cerveau, hein, tout ce qui est émotionnel, relationnel. Et donc c'est une démarche, une méthode de communication qui est basée sur ce type de principe, et c'est très positif. Voilà, c'est assez peu connu en France, malheureusement. Le fondateur de la CNV est décédé il y a 6 mois et il n'y a pas eu une ligne dans les journaux en France. Voilà, c'est un peu dommage, mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui gagne à être un peu plus connu, quoi. Autre question? Madame là-bas. Oui. En attendant que le micro lui parvienne, est-ce que le fait de ne pas réagir violemment à quelque chose qui nous blesse n'a pas aussi peut-être pour conséquence de nous frustrer, de taire cette souffrance, de nous contraindre et de nous déprécier finalement, parce que finalement on n'exprime pas ce qui nous énerve? Mais en fait, il y a deux choses différentes. C'est-à-dire, il y a la réaction, vous avez dit le fait de ne pas réagir, et ensuite vous dites le fait de taire sa souffrance. Et en fait, je pense que la solution, c'est les deux. C'est pas réagir, parce que ça va rien apporter, quoi, mais pas non plus taire sa souffrance. Si je souffre, si je ressens quelque chose, si je suis blessé, si je suis vexé, comme dans mon exemple, eh bien, je n'ai pas à le taire, en effet. Et au contraire, le fait de l'exprimer va m'en libérer. C'est ce qu'il faut éviter, en effet, c'est, un, le conflit, mais deux, c'est de ne rien dire et subir, quoi. Et là, c'est évidemment pas une solution, parce que là c'est moi seul qui vais souffrir, et au final, je serai le seul perdant, quelque part. Et puis il peut même y avoir un effet sur la santé ensuite, si je garde en moi, vous voyez, des ressentis, des émotions négatives. Donc je pense au contraire, on peut l'exprimer, mais exprimer sans agresser l'autre. Or, la tendance naturelle ou instinctive, plutôt instinctive d'ailleurs, peut être d'agresser l'autre en retour si je me suis senti agressé. Et donc là, l'idée, c'est d'exprimer son ressenti, donc ne surtout pas le taire, c'est l'exprimer sans agresser l'autre. Et là, c'est gagnant pour tout le monde. Alors la question... Mademoiselle, est-ce que vous pouvez vous lever? Je ne vois pas où... Ah oui, voilà. Merci. Vous nous avez offert de façon fugace le mot âme. Quelle est votre définition de ce mot âme? On n'avait dit pas de questions difficiles. Il n'y a pas de définition précise pour le mot âme, et pour cause, nul ne sait exactement ce que c'est, on ne sait même pas la localiser. D'accord ? Certains assimilent l'âme et la conscience, et certains disent localisent la conscience dans le cerveau, alors que d'autres, par exemple, comme les bouddhistes, la localisent plutôt en dehors de nous-mêmes. D'accord ? Certains croient que la conscience est quelque chose de plutôt collectif auquel on se connecte. Donc il n'y a pas de vérité par rapport à ça. Voilà, si on ne la connaît pas, on ne peut pas définir l'âme. Ce qui est certain, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que je n'ai pas une vision matérialiste de la vie. Donc moi, je pense que voilà, on a une âme, une conscience, appelez ça comme vous voulez. Et au-delà de ça, je pense que un chemin intéressant dans la vie est d'éveiller sa conscience, d'éveiller son âme. Éveiller sa conscience, pour moi, c'est passer à un autre niveau de conscience.
Et cet autre niveau de conscience, alors c'est très dur de l'exprimer, parce que dès qu'on touche à des choses un peu spirituelles, on manque de mots, et pour cause, une fois de plus, on est plus sur des choses tangibles, matérielles. Mais pour moi, un chemin, et ça j'ai juste envie de dire ça, un chemin naturel vers un éveil de la conscience et de l'âme, et de commencer à un niveau psychologique. Je pense que ça pourrait être une erreur de trop tôt dans la vie se connecter au spirituel, entreprendre une démarche spirituelle avant de travailler sur soi, parce que ce que j'ai personnellement pu constater dans un pareil cas de figure, c'est que la démarche spirituelle se transforme en oubli de soi. Et je pense que si à un moment donné on s'est incarné ici dans ce corps, dans cette peau sur Terre, c'est pour vivre, mais de manière charnelle, notre vie. Vous voyez, on est là pour expérimenter, on est là pour agir aussi, vous voyez. Et donc, il ne faut pas trop tôt quitter tout ça. Et je pense qu'on est là aussi pour travailler sur soi. Bon, ça correspond à certaines philosophies de gens qui pensent que on s'incarne à plusieurs reprises, d'accord, et que dans chaque incarnation, dans chaque vie, eh bien, on a une mission qui est de franchir une étape, donc de travailler sur soi pour après se réincarner à une autre étape, etc. Bon, on y croit ou on n'y croit pas, et peu importe, je dirais. Ce qui est intéressant, c'est de prendre un petit peu de recul sur sa vie et le sens qu'on veut lui donner. Et en l'occurrence, si on s'engage trop tôt dans une démarche spirituelle, avant d'avoir nettoyé le psychologique, eh bien, on peut être dans l'oubli de soi. C'est-à-dire pour le faire schématiquement, j'ai des tas de problèmes dans ma vie, je suis pas capable d'avoir des relations saines avec ma femme, mes amis, mon patron, qui vous voulez, donc ça va très très mal, mais c'est pas grave parce qu'il y a Dieu et moi, et voilà, j'oublie tout le reste, et je pense pas que ce soit une solution dans la vie, d'accord. Donc je pense que c'est une bonne idée de commencer par travailler sur soi à un niveau psychologique, ça veut dire résoudre ses problèmes, avec un thérapeute, un psy, ou tout seul, avec des bouquins, tout ce que vous voulez, peu importe, il y a plein de moyens, il n'y a pas une méthode, mais travailler sur soi dans le but de résoudre l'essentiel de ces problèmes. Ça ne veut pas dire passer 15 ans sur un divan, ça ne veut pas dire passer sa vie entière à se regarder le nombril. Ça veut dire travailler suffisamment sur soi, et y compris en thérapie brève, où on fait des choses quand même assez fabuleuses en peu de temps, travailler suffisamment sur soi pour être à peu près bien dans ses baskets. C'est ok dans la vie d'avoir des petites difficultés, de se mettre parfois en colère, et vous voyez, d'avoir des petits problèmes. Mais il faut un juste milieu. Il faut quand même arriver à un niveau où vous considérez que, ok, vous êtes bien dans vos baskets, et vous n'avez pas de gros problèmes, vous n'avez pas des schémas récurrents dans vos relations de couple ou professionnelles ou autres qui se terminent toujours pareil, d'accord. Donc quand vous considérez que vous êtes globalement bien dans votre peau, eh bien vous constaterez quoi? Vous constaterez que assez naturellement vous passerez à autre chose. Parfois les journalistes me disent, mais le développement personnel, c'est une démarche égoïste. C'est tout sauf ça. Commencez par travailler sur soi, par s'aimer soi-même, et après, naturellement, je pense que c'est vrai pour tout le monde, on se tourne plus vers les autres. Et l'amour qu'on peut avoir pour les autres, à ce moment-là, est plus sincère, une fois qu'on s'aime soi-même, vous voyez, une fois qu'on a résolu ces problèmes. C'est peut-être le véritable amour à ce moment-là. Et donc, c'est déjà une démarche spirituelle de développer de l'amour des autres. C'est déjà en soi une démarche spirituelle, quoi. Et au-delà de ça, à un moment donné, je pense que c'est aussi normal, et on le ressent normalement dans une évolution, dans un chemin de vie, on commence à sentir qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et là, on est vraiment dans la spiritualité. Et à ce moment-là, voilà, on entreprend une démarche d'une forme d'éveil de conscience. Alors, on appelle ça comme on veut, selon le courant spirituel choisi. Et peu importe, je dirais. Vous voyez, mais c'est vrai que je pense que c'est intéressant dans la vie, à un moment donné, de découvrir que... Ah, ça peut sembler énorme ce que je vais vous dire, et même vous choquer, mais découvrir qu'on n'est pas ce qu'il y a de plus important sur Terre. Ça peut être choquant pour un esprit occidental, et en même temps, c'est super agréable. Vous voyez, ça libère de beaucoup de choses, notamment de peur. On parlait de peur tout à l'heure. À un moment donné, réaliser qu'on n'est pas si important que ça, quoi, qu'il y a des choses qui sont plus grandes que nous. Il y a un côté libérateur, quoi. Voilà. Oui, madame. Alors, on va vous apporter un micro dans 10 secondes. Moi, je voudrais faire partager un des plus beaux témoignages de confiance que j'ai reçu cette année. François Truffaut disait « Les plus grandes surprises, on les a avec les enfants ». Excusez-moi, j'ai pas entendu les... François Truffaut disait oui. « Les plus grandes surprises, on les a avec les enfants ». Oui. Donc j'interviens dans une école. J'entre dans la classe pour la première fois et Madelon, du haut de ses 3 ans, sans me connaître, se jette dans mes bras. Et je trouve que c'est un cadeau magnifique.
Et c'est le signe de sa part d'une confiance absolue dans les adultes. Et je la remercie du fond du cœur. Ok, merci pour ce témoignage. Et, madame ici, the micro is coming. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez parlé, me suis arrêtée sur quelque chose qui m'a plu, où vous avez dit, très brièvement, tout est lié. Et puis vous nous avez donné des méthodes pratiques pour acquérir la confiance en soi. Quand j'entends confiance en soi, j'entends aussi foi en soi. Donc on a bien entendu plein de petits trucs pour avoir des confiances au niveau physique, mental, émotionnel, etc. J'aimerais que vous reveniez, si vous voulez bien, sur une petite méthode pratique pour avoir confiance en nous collectivement. Quelque chose qui pourrait s'apparenter, par exemple, au centième singe, si vous connaissez l'histoire, j'en doute pas. Centième sage? Oui. Non, je la connais pas, désolé. Alors, l'histoire du centième singe, c'est un singe un jour, dans une tribu de singes, tous les singes mangent des bananes, ils mangent tous les bananes avec la peau. Le centième singe, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous la connaissez? Voyez, le centième sage, désolé. Non, singe. Sage aussi. D'accord. Vous la connaissez? Non. Non. Alors, j'ai essayé de faire bref aussi. Donc, ils mangent tous leurs bananes et ils sont super contents, ils mangent leurs bananes avec la peau. Et puis, un jour, dans la tribu, il y en a un qui se met dans un coin et puis qui se dit tiens, c'est mou et c'est meilleur à l'intérieur, peut-être je vais enlever la peau et manger que le bon. Puis, il enlève la peau, il épluche la peau et il mange sa banane. Et puis, les autres, le voyant faire, font pareil. Ils sont juste à côté, ils le voient. Et puis, 1, 2, 10. Et puis, la tribu se met... enfin, la moitié de la tribu, ou même moins de la moitié de la tribu, se met à manger les bananes sans peau et se régale. Et à partir d'un moment, au 30e ou 35e singe, tout le monde se met à faire pareil. La morale de l'histoire, ce serait qu'il n'y a pas besoin d'être la majorité pour passer à un changement. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de collectif en parallèle de ça, sur la foi en soi? Eh bien, merci beaucoup pour votre question et votre intervention. Il a été constaté, en effet, que lorsque un groupe, quel qu'il soit, évolue, en fait, il suffit qu'il y ait en effet de l'ordre de 35%, je ne me souviens plus du chiffre précis, mais ce n'est pas 50%, il suffit qu'il y ait de l'ordre de 35% des gens qui aient basculé, par exemple, vers un nouvel état de conscience, pour que les autres basculent aussi. Et ça, c'est en effet, merci vraiment d'évoquer ça ce soir, c'est en effet porteur de confiance et d'espoir par rapport à notre situation, à nous collectifs, aussi bien au niveau de la planète qu'en France, en effet, parce que on croit en effet que tout va mal, et en même temps, force est de constater qu'il y a des tas d'initiatives fabuleuses qui ont lieu partout, qui ont lieu en France, qui ont lieu partout dans le monde. On évoquait les difficultés de la planète tout à l'heure. Il y a plein d'initiatives intéressantes pour préserver la planète, pour moins polluer, mais partout dans le monde. Même dans les pays dits en voie de développement, il y a partout des initiatives. Alors vous me direz peut-être, oui, mais c'est un épiphénomène, c'est des tout petits groupes qui font ça dans leur coin, dans leur garage. Ok, sauf que on est à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, et que en fait, l'un des aspects positifs de notre époque est que l'information se propage très très vite, très 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 vite. J'ai un ami qui s'appelle Christophe Chenbeau, qui est le fondateur du site culturel Even, qui a une très jolie métaphore par rapport à ça. C'est la métaphore d'une certaine variété de bambou. Il paraît que vous mettez la graine en terre, vous la plantez, vous la semez, et vous observez, il ne se passe rien. Pendant 1 an, il ne se passe rien. Vous dites, mais c'est pas possible, ça ne va pas pousser. La 2e année, il ne se passe rien. Et en fait, vous ne le voyez pas, mais sous terre, il se passe quelque chose. Il y a des échanges avec le biotope, il y a des micro-racines, je crois, qui commencent à se former, mais surtout il y a des échanges avec le milieu environnant.
et vous ne le voyez pas, quoi. Et puis la 3e année, il se passe quasiment rien, et d'un seul coup, vous voyez qu'il y a une petite pousse de bambou qui émerge, qui sort de la terre, et en 3 semaines, ça a pris 15 mètres. Et on peut penser que c'est ce qui est en train de se passer actuellement, quoi, sur la surface du globe. Il y a des tas d'initiatives comme ça qui peuvent nous sembler isolées, individuelles. Et on se dit, ouais, mais regarde le monde dans lequel on vit, c'est pas ça le mainstream, hein, c'est pas ça le grand courant. Oui, mais ça peut aussi basculer très très vite, quoi. Et on peut tous basculer collectivement dans quelque chose de très positif et dans plein de domaines, pas seulement sur celui de l'état de la planète. On peut tous basculer collectivement vers quelque chose de positif et j'ai confiance, quoi. J'y crois, vraiment. Vous parlez de la confiance aux autres, mais comment faire confiance à une personne si celle-ci est manipulatrice? Si celle-ci quoi, pardon? Est manipulatrice. D'accord. Ah bah, clairement, si elle est manipulatrice, et si vous en avez la preuve, bah, vous allez avoir du mal à avoir confiance en elle, quoi. D'accord? L'idée de la confiance, c'est pas absolument d'avoir confiance en tout le monde s'il y a des gens qui ne sont pas dignes de cette confiance. Donc, évidemment qu'il y a des exceptions. Ceci étant dit, en général, mais pas toujours, quand vous avez confiance dans les autres, la plupart, l'immense majorité des gens vont se montrer dignes de votre confiance, quoi. J'ai une anecdote très personnelle à vous raconter. Un jour, j'ai été interviewé par une journaliste de Libération qui voulait faire mon portrait. Et mon éditeur de l'époque me dit « Attends, fais gaffe, ils sont super sournois chez Libé, donc fais gaffe, fais vraiment très attention à tout ce que tu vas dire. » Moi, je me suis dit « Oui, d'accord. » Je vais aller à l'interview et je me suis dit « Attends, je vais rencontrer un être humain comme un autre, voilà, une personne que, ok, je ne connais pas. » Mais il n'y a aucune raison de penser qu'elle me veut du mal. Voilà, je lui ai rien fait et ça se passera bien, quoi. Et je voulais être dans cet état d'esprit, donc j'ai pas du tout voulu entendre les mises en garde et j'y suis allé comme ça, quoi. Et en l'occurrence, ça s'est très bien passé, quoi. Ça s'est très bien passé. Non seulement ça s'est bien passé, mais c'est assez rigolo parce que si vous lisez vous le trouverez facilement sur le web, c'est le portrait de Libération. Et c'est assez rigolo parce que il s'est clairement passé quelque chose parce qu'elle en parle dans l'article. Elle dit en fait que, je me souviens plus ces termes parce que c'était il y a 6 ou 7 ans, mais je crois qu'elle commence en disant que au début je lui dis un truc du genre, vous me posez toutes les questions que vous voulez, je suis transparent. Et elle raconte qu'elle était très surprise d'entendre ça et qu'elle s'est dit, méfiance, il peut y avoir traquenard. Ce qui est très très drôle. Et ça s'est bien passé. Bon, ça ne l'a pas empêché de me décocher une ou deux petites piques, mais ça c'est normal, hein. Ça fait partie du jeu, quoi. Mais globalement, voilà, elle a été bienveillante. Et c'est comme ça dans la vie. Si vous faites confiance dans les autres, l'immense majorité du temps, vous ne serez pas déçus. Les gens se montreront dignes de votre confiance. Et il y aura parfois, en effet, une petite exception, et ça arrive. Et à ce moment-là, j'ai envie de dire, ne pas se focaliser dessus. Pas se focaliser dessus, mais peut-être parfois, enfin c'est vraiment, là c'est fort, hein, ce que vous dites, une personne qui est manipulatrice, bah, c'est quand même utile d'être entouré de gens plutôt bienveillants, et c'est utile notamment pour développer la confiance en soi. Les Américains ont un terme pour ça, c'est la notion de sponsor positif ou sponsor négatif. Ça n'a rien à voir avec les sponsors sportifs ou les questions d'argent, mais pour un sponsor positif, c'est quelqu'un qui croit en vous. Vous voyez, ça va être votre grand-mère, votre conjoint, je sais pas, votre copine qui va vous dire « Ah oui, tu as cette idée-là, vas-y, je sens que ça va marcher. » D'accord? Et ça, c'est un sponsor positif. C'est quelqu'un qui croit en vous. Juste ça, et ça peut changer votre vie. Moi, j'ai reçu ça, vraiment, une petite chose comme ça, plusieurs reprises dans ma vie dans le passé, et ça a changé beaucoup de choses pour moi, quoi. Et puis, il y a malheureusement parfois, et c'est très rare, mais des sponsors négatifs. Il y a des gens qui vont vous dire, ils vont tout faire pour vous décourager, qui vont vous dire non mais tu devrais surtout pas faire ça, tu vas te planter, hein, c'est évident. Non mais tu devrais pas. Oui ok, t'aimes pas ton job, mais change surtout pas. Hein, t'as un emploi, etc. Vous voyez. Bon, ça veut pas dire qu'il faut foncer tête baissée et suivre la première idée qui nous passe par la tête. Et ne vous mettez pas en danger non plus. Hein, je me sentirais responsable. Mais s'il y a dans votre entourage des gens qui sont de façon récurrente des sponsors négatifs, évitez de leur parler de vos projets, tout simplement. Vous voyez. On a le temps d'une dernière question.
Ce n'est pas tout à fait une dernière question, c'est que j'aimerais avoir un partage avec cette dame, et je pense aussi avec beaucoup de personnes dans cette salle. Vous me permettez? Oui, je ne sais pas où vous êtes simplement. Là. Ah, ok, super. Je vais commencer par dire, moi-même, je fais du développement personnel depuis très longtemps, une bonne connaissance des phénomènes sociaux, relationnels, de groupe, etc. C'est même mon métier, j'enseigne la communication. Mais malgré cela, j'ai été victime de manipulateurs. Et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi. Le jour où j'ai compris pour moi, je sens que c'est une clé pour d'autres et je me permets de la transmettre. J'étais donc la victime, la proie des manipulateurs, mais je ne savais pas pourquoi. Aujourd'hui, je sais. Je sais que ce qui est commun entre les victimes et les manipulateurs, c'est le manque d'estime de soi. Et les manipulateurs vont surtout repérer des gens comme moi, qui ont beaucoup de dynamisme, beaucoup de conscience professionnelle, beaucoup de foi en la vie, beaucoup de confiance envers les autres, mais avec un grand souci de mésestime de soi. Et le manipulateur va aussi puiser chez l'autre cette ressource, cette conscience professionnelle, cette volonté de réussir, cette volonté de faire plaisir, parce que lui manque de confiance en lui ou en elle, et donc il va y avoir un jeu de chat, de souris, de vampirisation. Pourquoi? Parce que le point faible, c'est le manque de confiance en soi, d'estime de soi. Et c'est ça qui fait écho, écho, écho. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai que si c'était tout simple et si tout pouvait s'expliquer en 1h30 de conférence, nos vies seraient réglées, mais malheureusement, il y a la réalité auquel il faut se confronter, pas mal de schémas différents. Merci de ce partage, madame. Je crois qu'on va laisser la parole au président Dominique Mahé. Il faut qu'on quitte la scène, Laurent. Oui. Non, on ne quitte pas la scène. On reste avec vous. Bon, on va rester là, c'est le patron. Oui, tout simplement parce que je n'aurai pas la prétention de rebondir ou de prolonger vos propos. Simplement, je souhaite que nous applaudissions, que nous acclamions Laurent et Stéphane parce qu'ils nous ont fait passer un très beau moment. Vous l'avez fait avec beaucoup de finesse, beaucoup d'humour, beaucoup de profondeur. Vous nous avez permis et vous nous permettrez, par la mémoire que nous aurons de vos propos, bien de réfléchir sur nous-mêmes, sur le sens de la vie, sur le sens de notre vie, sur notre capital confiance que nous avons tous en nous et pour lequel sans doute nous devons avoir plus d'audace d'y croire. Donc un grand merci à vous, à tous les deux. Merci et bravo.